Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir dans la série d'entretiens avec les membres du gouvernement le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le colonel-major Garba Hakimi. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce grand entretien de Télé Sahel où nous allons évoquer le bilan de vos différentes activités à la tête de votre ministère. Je rappelle, monsieur le ministre, que vous êtes à la tête de ce ministère depuis le 9 août 2023. Nous allons donc, au cours de cet entretien, vous demander de présenter le bilan de vos actions à la tête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique après 28 mois de gestion de ce département ministériel. Et pour entamer cet entretien, cette question, monsieur le ministre, quelles ont été les priorités et les actions principales de votre département ministériel pour cette première année de refondation et quels sont les résultats obtenus de façon générale? Merci, monsieur Abdoulaye. Je voudrais tout d'abord remercier, présenter mes meilleurs vœux de paix, bonheur, prospérité à la RTN et à l'ensemble du peuple nigérien. Je voudrais aussi vous remercier toute l'équipe de la RTN pour cette opportunité que vous m'offrez afin de présenter en tout cas les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route confiée à moi par son Excellence, le gendarme Abdelrahmane Tani, président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, M. Ali Mohamed Lamine Zen, à qui nous adressons toute notre reconnaissance et pour la marque de confiance à propos donc de cette fonction ministérielle. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu un certain nombre de priorités qui ont été adressées à mon ministère pour couvrir les besoins en santé de la population nigérienne et qui se retrouvent dans ma lettre de mission, comme je l'ai dit. Donc d'abord, ces priorités se résument en quoi? D'abord, c'est améliorer l'accès aux soins au niveau de la population. Ensuite, renforcer la disponibilité en médicaments et améliorer les prestations de soins, prendre des mesures dans le cadre du respect de la déontologie et mettre en place une stratégie qui va permettre de réduire les maladies liées aux problèmes d'hygiène. Et ensuite, prévoir, intégrer la médecine traditionnelle et établir un répertoire de plantes médicinales. Comme autre priorité, donc, c'est de renforcer les dispositifs de contrôle en ce qui concerne les dons des médicaments et autres produits de santé. Et enfin, mettre en place des mesures qui vont permettre de contrôler donc, les résultats et les progrès réalisés donc, dans le cadre donc, des activités du ministère. Il faudrait noter que par rapport à toutes ces priorités que je viens de souligner, nous avons entrepris un certain nombre d'actions qui nous ont permis d'enregistrer vraiment des résultats. Et ces résultats-là, je pense que nous allons en parler durant cet entretien. Voilà ce que je peux dire à propos de votre question. Autre priorité, ici, monsieur le ministre, merci d'être sur ce plateau. On a vu votre ministère s'est engagé depuis 2 ans à acquérir du matériel de pointe, de dernière technologie, ce qui a permis aujourd'hui à notre pays d'offrir, si vous voulez, des soins de qualité et de pointe à la population nigérienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à cela, quels sont les différents secteurs qui sont concernés? Est-ce que c'est au niveau du centre de cancer, il y a l'acquisition du scanner TPS, etc., etc. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus par rapport à toutes ces acquisitions, monsieur le ministre? Oui, effectivement. Toutes ces acquisitions, il y a un certain nombre de services qui sont concernés. Et si je prends, comme vous l'avez dit, le Centre national de lutte contre le cancer, aujourd'hui, l'équipement qu'on a acquis là, qui s'appelle l'accélérateur linéaire LINAC, eh bien cet équipement aujourd'hui nous permet donc de traiter le cancer de manière globale. Parce que vous savez, dans le passé, nous n'avons pas cet accélérateur linéaire qui permet de faire la radiothérapie. Et avec cette radiothérapie, le traitement du cancer
au complet depuis 2025. Plus besoin d'aller à l'extérieur. Plus besoin d'aller à l'extérieur, puisque le traitement du cancer se résume à 3 piliers. C'est la chirurgie, on fait ça ici. C'est la chimiothérapie, nous faisons ça ici. Et c'est la radiothérapie, et qui depuis 2025 est accessible. Peut-être que plus tard, dans les qualités, nous allons un peu revenir sur cette question. Il en est de même pour les hôpitaux de l'intérieur du pays. Si vous prenez l'hôpital national des Indiens, qui a acquis aussi ces scanners-là, de dernière génération. C'est des scanners de 64 barrettes, alors que ceux qu'on possédait auparavant, c'est des scanners de 12 barrettes. Ces scanners-là sont dépassés, et c'est ça qui fait que les hôpitaux n'arrivent pas à maintenir. Ça fait plus de 15 ans que ces scanners-là existent. Leur maintenance est très difficile et très coûteuse. Donc c'est ça qui fait que de temps en temps, régulièrement, ça tombe en panne. Donc depuis que nous avons acquis ces nouveaux scanners-là de dernière génération qu'on a installés non seulement à Zender, à Maradi, à Tawa, et bientôt peut-être dans d'autres localités dont nous allons en préciser plus tard. Donc c'est pratiquement tous les hôpitaux nationaux qui ont bénéficié de ces grands équipements et les autres formations sanitaires en fonction de leur niveau par rapport à la pyramide sanitaire. Donc nous sommes en train d'installer aussi des équipements pour que ces structures sanitaires-là puissent vraiment travailler à l'aise. Plus précisément, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire ce qui est fait par votre département pour renforcer la disponibilité des médicaments, premier objectif qui vous est assigné dans votre lettre de mission? Merci, monsieur Abari. Effectivement, la disponibilité en médicaments est une question préoccupante. Nous avons agi au niveau de l'ONPPC. L'ONPPC qui est l'office en charge d'approvisionnement des médicaments de l'ensemble du territoire national. Nous avons engagé des réformes là-bas et nous avons entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension des magasins de l'ONPPC à Niamey, à l'intérieur du pays, pour que vraiment cet office-là puisse reprendre, jouer son rôle. Et nous avons donc des partenariats avec d'autres pays dans le cadre de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. En dehors de l'ONPPC, nous avons la NIFA, la Nigérienne d'industrie pharmaceutique, donc, qui est un service aussi juste à côté donc, de l'ONPPC, qui fabrique quand même des médicaments, production locale. Mais cette production locale n'arrive pas à satisfaire l'ensemble du territoire national. À peine ça couvre les 2% des besoins. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés d'importer. Mais nous avons quand même entrepris des actions au niveau de la Nigérienne d'industrie pharmaceutique. Nous avons mis en place en 2025 une machine de production de sérum qui peut produire 5000 poches de sérum par jour. Et parce que je me suis dit, le sérum, vous savez, la matière ou l'intrant principal, la composante principale, c'est l'eau. C'est l'eau, exactement. Donc, depuis toutes ces années-là, on est en train d'acheter du sérum ailleurs, alors que nous avons l'eau ici. Le Niger est très riche en eau. Donc, je me suis dit, on peut acheter tout, mais quand même sauf le sérum. Il faut qu'on crée les conditions. Nous allons continuer d'ailleurs, ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer pour qu'on soit autonome du point de vue production de sérum, puisqu'on a la matière essentielle qui est l'eau. Le sérum n'est rien d'autre que l'eau à laquelle on ajoute un peu de sucre pour que ça donne du sérum glucosé, un peu de sel, sérum salé, etc. Donc nous pouvons le faire sur place. Lorsqu'il s'agit d'amener ailleurs, d'abord c'est le produit le plus lourd, parmi en tout cas les produits pharmaceutiques. Vous imaginez 1 kilo, j'espère que vous avez vu pendant les voyages, quand vous dépassez d'1 kilo de votre valise, le montant qu'on vous dit, c'est très difficile à supporter. Donc, nous pensons que nous sommes dans cette dynamique pour que la production de sérum puisse satisfaire l'ensemble du peuple nigérien. Nous avons déjà une idée de ce qu'il faut. Donc maintenant, nous sommes en train d'installer des machines dans ce sens-là. Avec les réformes qu'on a engagées au niveau de l'ONPPC, on a pu donner un taux de satisfaction des formations sanitaires, que ce soit les cases de santé, comme les CSI, les centres de santé intégrés, comme les centres de santé mère et enfants, les CSME, comme on les appelle. Ils ont eu un taux de satisfaction autour de 99%. En ce qui concerne les molécules essentielles. Et au niveau des hôpitaux nationaux,
le taux de satisfaction tourne autour de 95%. Donc, vous voyez, à travers tout ce que, les réformes qu'on a engagées, on arrive à fournir l'essentiel des molécules. Et l'État a amené un appui. Vous savez que dans le cadre de la gratuité, c'est-à-dire les soins des enfants de moins de 5 ans, l'État a procédé au remboursement de ces soins à travers l'INAM. 3 532 millions ont été investis par l'État pour cette gratuité et qui a été repartie au niveau de toutes les formations sanitaires. Il en est de même la réduction de 50% des tarifs de soins. L'État aussi a procédé à un remboursement, toujours en 2025, d'une hauteur à peu près de 7 milliards, qui a été donc distribué à l'ensemble des formations sanitaires. Donc tout ça, ça leur a permis d'avoir une manne financière pour pouvoir satisfaire leurs besoins, non seulement en médicaments, mais aussi en d'autres produits. Monsieur le ministre, vous parlez de la production des sérums, mais aussi il y a l'alcool, il y a des médicaments génériques, il y a de l'oxygène aussi. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Parce que souvent, vous avez des sujets qui sont évoqués, que certains produits qui peuvent être produits localement. On peut produire par exemple du paracétamol au Niger, et que au Niger, la préférence est faite de s'approvisionner à l'extérieur parce que ce sont des marchés qui sont donnés. La production d'alcool et autres, déjà, NIFAR fait ça. C'est ça. Donc c'est juste les supporter en ce qui concerne certains intrants. Sinon, ils le font. Et ils sont en train de le faire. La seule préoccupation, c'était l'oxygène. Et l'oxygène, nous avons pris des dispositions pour mettre en place des unités de production d'oxygène. Aujourd'hui, si vous prenez l'hôpital Amir Boubacar Diallo, il y a une unité de production d'oxygène. À l'hôpital national, nous avons une unité de production d'oxygène. À l'hôpital général de référence, vous avez une unité de production d'oxygène qui peut même produire jusqu'à 160 bouteilles par jour. Nous avons à l'intérieur du pays d'autres unités de production d'oxygène, en tout cas réparties sur l'ensemble du territoire national, pour que qu'on soit sûr que l'oxygène que nous donnons à nos malades, c'est de l'oxygène médical. Parce que dans le passé, l'oxygène nous venait des pays voisins où nous n'avons pas un contrôle sur la qualité de cet oxygène-là. Mais maintenant, avec toutes ces unités de production d'oxygène qui sont sur l'ensemble du territoire national, toutes ces formations sanitaires qui travaillent avec un besoin d'oxygène sont en train d'être ravitaillées avec de l'oxygène, et gratuitement. Parce que dans le passé, ces formations sanitaires-là achètent la bouteille d'oxygène tourne entre 75 000 à 100 000 selon les régions. Donc vous voyez, de 100 000, on revient à la gratuité. C'est vraiment des avancées. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une formation sanitaire qui va nous dire elle paye l'oxygène. C'est moi qui le dis. L'oxygène est disponible. On a mis en place les unités de production et cet oxygène est gratuit. Qu'en est-il des antipaludéens? Allez-y. Qu'en est-il des antipaludéens par rapport aux médicaments, les antipaludéens? Est-ce que le Niger ambitionne aujourd'hui C'est cela ma question en fait. Est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'est-ce que le Niger fabrique en termes de médicaments, les produits qui sont faits sur place? Bon, les produits qui sont faits sur place, nous avons déjà commencé à citer paracétamol, les antibiotiques comme le Bactrim, cotrimoxazole comme on appelle, sont produits sur place, y compris les sérums. Mais en ce qui concerne les antipaludéens, nous ne produisons pas sur place. On a n'importe. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens? Oui, nous avons un projet dans ce sens. On est en train de signer des partenariats pour qu'on puisse faire la production locale des médicaments. Et cet aspect-là a été pris en compte. Et d'ailleurs, je voudrais préciser en ce qui concerne les antipaludéens, ça fait aussi référence à la question d'hygiène. Parce que vous savez, l'erreur qu'on commet, au lieu de s'occuper de l'agent causal même du palu, on a tendance surtout à tendre vers les médicaments. Alors qu'il faut détruire l'agent causal. Et c'est ça que tous les pays, là, beaucoup de pays ont pu éliminer le paludisme. C'est parce qu'ils ont tué l'agent causal. Et malheureusement, nous, dans nos pays, on laisse les choses... Les moustiques déambulés. Les moustiques déambulés, alors qu'il faut les attaquer. Si vraiment on veut mettre fin au problème du paludisme, eh bien, il faut attaquer le vecteur. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour changer la stratégie du programme national de lutte contre le paludisme. Pour que dans cette nouvelle stratégie-là, qu'on puisse prendre en compte le vecteur-là. Il faut vraiment le combattre. Comme ça va mieux
À l'image peut-être de ce qui s'est passé pour l'onchocercose, parce qu'on sait qu'on a pu éradiquer aujourd'hui cette maladie. Je ne sais pas si c'est dans le même schéma pour ce qui est du paludisme. Effectivement, c'est dans le même schéma. Il faut combattre ces maladies-là, combattre l'agent causal. Tant qu'on laisse l'agent causal se promener, eh bien, c'est difficile à combattre des maladies comme ça. Effectivement, c'est un exemple concret, l'onchocercose, qu'on appelle la filariose lymphatique, voilà, dont nous avons, suite à cette éradication de notre pays, on a eu un certificat qui a été délivré par le directeur général de l'OMS. Le Nigeria est le premier pays en Afrique, hein, effectivement, le 5e au monde. Si tout à fait. Et c'est dû au fait qu'on s'est intéressé à l'agent causal, en cherchant tous les différents lieux qui peuvent, c'est les rivières, hein. C'est là-bas que c'est pourquoi on appelle ça cécité de rivières. Donc le vecteur se développe au sein des rivières, donc c'est là-bas où il faut le combattre. Et lorsque ces actions ont été entreprises, eh bien, on a pu maîtriser cette maladie-là. Maintenant, on est en train de gérer les comorbidités chez les gens qui ont été machinés par ce virus et qui sont en train de développer des réactions tardives par rapport à ce vecteur-là. Mais sinon, il n'existe plus. Nous avons éradiqué cette maladie-là. Monsieur le ministre, parlant de la disponibilité des médicaments dont vous avez dit, hein, il y a un constat aujourd'hui. Beaucoup de nos citoyens souvent font 4-5 pharmacies, il n'y a pas de produit. Comment expliquer ça s'il y a cette disponibilité dans les pharmacies? Parce que des gens vont souvent 4-5 pharmacies, ils n'arrivent pas à trouver le produit. Et comment maintenant parler de disponibilité de ces médicaments s'il y a ce problème? Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau? Bon, effectivement, ce problème se pose, la disponibilité des médicaments. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en train de prendre des mesures pour que vraiment les médicaments soient disponibles dans les pharmacies à travers plusieurs partenariats que nous sommes en train de signer avec les pays amis et aussi avec la production locale de ces... Parce qu'il faut vraiment produire localement. Oui. C'est la seule solution. Comme ça, vous dites, voilà les médicaments que vous voulez. Et c'est pourquoi nous avons élaboré ce qu'on appelle la liste nationale des médicaments essentiels. Donc, à travers cette liste-là, il suffit juste d'orienter ces industries qui vont s'installer pour qu'on puisse vraiment, ce problème de disponibilité des molécules ne puisse pas se poser. Et nous sommes dans cette démarche. Il y a déjà deux projets qui ne sont pas loin d'être finalisés et pour qu'on puisse vraiment enclencher ce processus de production locale des médicaments. Parlons maintenant, Monsieur le ministre, du maillage du territoire national en matière de personnel et de centres de santé. Qu'est-ce qui est fait concrètement dans ce sens? Bon, en ce qui concerne le maillage territorial, d'ailleurs, par rapport au personnel, c'est vrai, la question des ressources humaines est une question préoccupante. Mais il faudrait quand même que je souligne, durant l'année 2025, il y a eu un recrutement de pratiquement 529 cadres, donc qui sont... médecins? Pas tous des médecins, voilà. C'est vraiment tout confondu. 154 techniciens supérieurs qui ont été recrutés. C'est des techniciens supérieurs en anesthésie, techniciens supérieurs en gynéco-obstétrique et pharmaciens. Donc, 154. Vous savez, au fait, on devrait recruter plus, mais compte tenu de l'incompréhension des spécialistes, donc on n'a pas pu recruter l'effectif qu'on voulait. Mais nous avons quand même recruté 154. Et il y avait 145 aussi qui ont été recrutés. Les 145, au fait, c'est des infirmiers, c'est des sages-femmes qui ont été recrutés grâce à nos partenaires, bien sûr. Et il y a eu aussi un recrutement de 228 sages-femmes grâce à nos partenaires qui ont été mis donc à notre disposition et surtout à l'intérieur du pays. Donc ces 529 qui ont été recrutés, ils ont été répartis sur l'ensemble du territoire national. En dehors de ces 529 agents, dans le cadre du maillage, parce que vous parlez du maillage, effectivement, nous procédons de temps en temps à des réaménagements donc du dispositif pour qu'on puisse, donc c'est des affectations, pour qu'on puisse équilibrer les choses sur l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoutent les autres agents qu'on appelle les relais communautaires. Les relais communautaires, au fait, c'est des agents aussi
qui sont dans les communautés, qui assurent le relais des soins au sein de ces communautés. Comme les matrones. Voilà. Et vous savez que, au fait, notre pays est large. Nous avons, sur l'ensemble du territoire national, je pense que le ministre d'État, le ministre de la Défense nationale, a le dit, il y a 32 000 villages et hameaux. Oui. Donc on ne peut pas pour le moment mettre un centre de santé de chaque village et hameau. Donc il faut faire cette politique-là, de mettre en place donc, les relais communautaires qui vont assurer le relais des soins au sein donc, de ces communautés-là pour qu'on puisse vraiment intéresser tout le monde. Donc du point de vue personnel, moi, en ce qui concerne donc, la question personnelle, c'est ce que je peux dire. En ce qui concerne les centres de santé. Mais on parle aussi de déséquilibre, hein, que certaines régions ou certaines localités sont favorisées, les gens sont entassés, tandis que d'autres en ont besoin. Effectivement, monsieur, hier, vous faites allusion au cas de Niamey, parce que la majorité beaucoup des agents de santé sont à Niamey. Effectivement, c'est une réalité. Mais si vous faites un peu les statistiques, le personnel de santé est féminisé. Donc, la plupart de ceux qui reviennent à Niamey, donc c'est les femmes mariées. Il y a une bonne partie qui sont revenus à Niamey. C'est pour respecter vraiment le foyer, parce que la plupart de ceux qui sont en train de revenir, c'est des gens qui ont fait 5 ans, 6 ans à l'intérieur du pays en train de travailler. Et il faut vraiment les remplacer. Et c'est en ce temps qu'elles sont revenues au niveau de leur foyer. Elles ont vraiment été très patriotiques. Elles ont servi dans 5-6 ans. Et je pense qu'avec... nous avons équilibré ce gap-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est prudent pour qu'une région ne soit pas entièrement vidée des agents de santé. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment large, oui. Monsieur le ministre, par rapport aux agents dans les centres de santé, le besoin, il est énorme. Vous avez beaucoup de bénévoles, vous avez des contractuels dans les centres de santé qui attendent aujourd'hui d'être recrutés, un recrutement en masse. Vous avez parlé de 500, mais il y a les médecins qui attendent, il y a les spécialistes qui attendent, il y a les infirmiers qui attendent. Est-ce que vous avez un programme spécifique chez vous qui va permettre d'éponger ou bien de recruter progressivement ce personnel, peut-être à moyen terme? Effectivement, nous avons, si vous vous rappelez, par rapport aux contractuels dont vous faites allusion, déjà les plus hautes autorités ont pris des dispositions au niveau de la santé. Nous avons 6221 contractuels qui seront recrutés donc, pour qu'ils deviennent aussi fonctionnaires comme tout le monde avec un numéro matricule. Et c'est pour quand le recrutement de ces civils? C'est déjà en cours. Il y a un comité qui a été mis en place par la ministre en charge de la fonction publique qui sont en train de travailler pour s'assurer qu'effectivement les 6221 qui remplissent les critères. Et ça, c'est une action salutaire pour nous parce qu'une fois que c'est recruté, nous n'avons plus de contractuels parce que vous savez, depuis le début, quand il y a eu beaucoup de contractuels, chaque fois qu'il y a un recrutement, on donne un quota aux contractuels. Donc c'est ça qui fait qu'au niveau de la santé, l'effectif est réduit. Donc maintenant qu'on va embaucher tous ces gens-là, prochainement quand on va parler de recrutement, c'est des nouvelles têtes qui vont rentrer et qui vont accroître l'effectif et qui vont permettre de relever les indicateurs de santé. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Bien sûr, bien sûr. Donc, un infirmier pour tel nombre de... ou un médecin pour tel nombre de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, déjà, des instructions sont données pour cette question en ce qui concerne le recrutement des infirmiers, des médecins généralistes et même des spécialistes. Donc, on est en avril. Hein? Est-ce que d'ici la fin de l'année, on peut espérer que ce recrutement soit vraiment fait comme souhaité par beaucoup? Parce que les gens attendent, vous avez entendu. Oui, effectivement. Inch'Allah, ça va se produire. Mais vous savez, il faut aussi tenir compte de certaines réalités. Parce que c'est bien de recruter, mais il faut aussi assurer le salaire des gens. Donc c'est une question budgétaire. Donc on est en train de travailler en collaboration avec le ministre en charge des Finances. Dès qu'il donne le OK, eh bien, nous allons procéder donc à ce recrutement. Donc c'est une question intersectorielle qu'il faut... Il y a des précautions à prendre avant d'annoncer que le recrutement va se faire. Mais Inch'Allah, ça va se faire déjà. Il y a des perspectives qui peuvent nous permettre donc de l'espérer. Parce que vous avez vu, au début de l'entretien, vous avez parlé des équipements qu'on est en train de mettre en place sur l'ensemble du territoire national. Mais ces équipements-là
c'est a besoin des ressources humaines, les spécialistes pour les gérer. Donc la question, le truc s'impose de soi-même. Il faut un apport en spécialistes et autres pour qu'on puisse vraiment s'occuper de tous ces équipements-là qu'on a mis à la place, à la disposition de la population pour vraiment faciliter l'accès aux soins de qualité. Le deuxième niveau de la question, c'est concernant le maillage des centres de santé sur le territoire national. Et à ce propos? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de ce maillage en ce qui concerne les centres de santé. En 2025, 36 CSI de type 2 qui ont été construits, équipés, fonctionnels. Okay. Qu'est-ce qu'on appelle CSI de type 2? Parce qu'il faudrait que les gens le sachent. C'est un CSI où d'abord c'est clôturé pour question de sécurité. Parce que vous savez, auparavant, on fait les CSI, on dit bon voilà, le centre de santé. Mais il faut clôturer pour assurer la sécurité de ceux que vous avez mis dedans. En plus de ça, il faut un domicile pour le responsable. Oui. Il faut un domicile pour la sage-femme. Parce que sinon, s'il y a un accouchement de nuit, s'il faut aller la chercher ailleurs, ce n'est pas pratique. Et on a un bloc préventif, un bloc curatif. Et il faut aussi adjoindre le domicile du gardien, un petit local où le gardien va s'occuper de la sécurité de l'infrastructure. À cela, on ajoute la question de l'eau. On fait généralement un forage pour donner de l'eau à tous ceux qui vont utiliser ce centre. Parce que vous ne pouvez pas faire un centre pour pouvoir le faire fonctionner, surtout la maternité et autres. On a besoin de l'eau. En plus de ça, il y a l'électricité aussi. Parce qu'on a besoin de la lumière pour faire un accouchement. Donc, on fait la solarisation. Donc, pour que vraiment... C'est au fait un paquet de soins complets qu'on met à la disposition de la population pour que, quels que soient vos besoins en santé, vous pouvez trouver une solution à votre problème. Donc, nous avons fait fonctionner donc, ces 36 CSI. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir un relèvement du taux de couverture sanitaire. Notre taux de couverture sanitaire était à 56,16%, à 66,66% en 2024, et ça a permis de bondir à 57,13%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 150 000 personnes dans un rayon de 5 km donc, de ces formations sanitaires-là ont accès aux soins. Donc vous avez vu, donc, ça a vraiment permis d'améliorer notre couverture sanitaire. Et c'est ça surtout le plus important. Je vais profiter, comme on est en train de parler donc, de couverture sanitaire, parce que vous savez, par an, ou du moins par mois, nous avons fait en fait une évaluation à travers notre direction de statistique. Par jour, nous avons 91 660 qui fréquentent les centres ou qui viennent pour des certificats, pour autres, donc des sollicitations à hauteur de 91 660 par jour. Donc, ce qui peut expliquer deux fois, pour parler un peu des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas recevoir 91 000 personnes et ne pas manquer de plaintes dans ce domaine-là. Donc, il y a des plaintes que nous essayons de gérer de temps en temps. On va revenir sur la déontologie. En dehors des réalisations, Monsieur le ministre, vous avez également procédé à transformer des cadres de santé en CSI type 1 ou de type 1 en type 2. À peu près combien de CSI vous avez été concerné par cette procédure de transformation? Bon, les procédures de transformation, ça se poursuit. Les cases de santé, on est en train de les transformer effectivement en CSI type 2. Type 2, directement. Sur l'ensemble du territoire national, nous avons 1525 CSI, tout confondu. Tout confondu, type 1, type 2. Voilà, type 1, type 2. Il y a donc 492 qui sont des types 2. Donc maintenant, la tendance, effectivement, c'est ces cas de santé-là puissent être transformés en CSI de type 2. Et vous voyez, avec cette dynamique, nous pouvons vraiment offrir des soins appropriés à la population. Donc 2025, comme je l'ai dit, il y a eu 36 CSI. Et nous allons voir dans les perspectives pour cette année. Oui. Il y a un certain effectif aussi qui est en cours, type 2 toujours, dont nous allons peut-être
plus tard en parler pendant l'entretien. Monsieur le ministre, existe-t-il un mécanisme fiable et des options adoptées de mutualisation des coûts d'accès aux services et soins de santé? Notre pays a engagé un certain nombre d'options dans le cadre de cette mutualisation des coûts de soins. La première, c'est d'abord la gratuité des soins. La gratuité. La gratuité des soins, donc chez les enfants de moins de 5 ans. La deuxième, c'est la réduction des tarifs de soins de 50%. Et nous avons d'autres mécanismes de couverture sanitaire, notamment les assurances maladie. Les assurances maladie, les mutuelles de santé, assurance maladie départementale. Si je prends le cas de Gauthier et de Gaïa, où nous avons mis en place une assurance maladie départementale et qui est en train de donner des bons résultats. Nous avons toujours dans le cadre de cette mutualisation des coûts de soins, les subventions de l'État en ce qui concerne la prise en charge de certaines maladies particulières, maladies qui nécessitent un soin spécialisé. Je vais parler des accidents vasculaires cérébraux, AVC, au niveau de l'hôpital général de référence. Aujourd'hui, au niveau de cet hôpital-là, grâce à une équipe neurovasculaire, chaque fois que nous avons un patient qui a un AVC, bien sûr les AVC ischémiques parce qu'il y a différentes sortes, et si toutefois il est vu dans les 4 heures, il y a la possibilité qu'il s'en sorte sans séquelles. Parce qu'il y a un médicament, on appelle la thrombolyse, qu'on met en place, mais seulement ce médicament est très cher. La fois passée, je pense que vous avez reçu le DG de l'hôpital général de référence, qui vous a dit qu'une ampoule coûte 1,2 million. Ce n'est pas accessible à n'importe qui. L'État a mis en place la subvention et vous l'avez à 100 000. Donc beaucoup de patients ont été sauvés. Ceux qui ont été sauvés, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils s'en sont sortis sans séquelles. Et vraiment, ça marche. Donc, en dehors de ça, nous avons, dans le cadre donc, de la prise en charge des maladies rénales chroniques, l'État a subventionné pour avoir les kits de dialyse. C'est l'État qui subventionne. Et on achète ces kits-là et on met à la disposition donc, de la population. Et l'État aussi a pris, si vous vous rappelez, à travers la réduction des tarifs de 50%, l'État a pris en charge la caution que les insuffisants rénaux posent avant d'avoir les soins, les 150 000 qui ont été pris en charge aussi par l'État. Donc vous voyez, il y a des subventions qui, dans la prise en charge de certaines maladies spéciales, où l'État est vraiment en train de faire des efforts pour que les Nigériens puissent bénéficier des soins appropriés. Dans le cadre des évacuations sanitaires aussi, ça c'est des gros efforts que l'État est en train de faire. Parce que vous savez, les évacuations sanitaires, là, le patient ne paie pratiquement rien. C'est l'État qui prend tout en charge. On s'assure dans quel hôpital il va être, et les billets d'avion, le séjour, tout ça, donc l'État prend en compte. Malheureusement, dans le passé, ces évacuations, ce n'était pas ordonné. Donc, ce qui fait que ça coûtait cher à l'État. Si je prends l'exemple de 2020, l'État a payé 5 milliards, 532 millions dans l'année 2020 pour les évacuations sanitaires. Donc, avec toutes les précautions qu'on a prises, aujourd'hui, donc en 2025, nous sommes autour de 1 milliard et quelques. Divisé par 5. Donc, vous voyez, il y a quand même l'État fait beaucoup pour pouvoir sécuriser donc la population se concerne, donc la prise en charge des problèmes de santé. Monsieur le ministre, par rapport à la gratuité dont vous avez évoqué, souvent les responsables des centres aussi se plaignent puisque l'État ne verse pas. Ils ont des arriérés. Donc, comment on peut expliquer ça? Parce qu'on leur demande de faire de la gratuité et tout, mais par contre, ça ne suit pas parce que l'État accumule des arriérés pour payer. Comment ça a été solutionné aujourd'hui? Ou quelles sont vos solutions pour ça? Les solutions, il y en a. Mais comme je l'ai dit, il y a des solutions qui sont intersectorielles. Et d'abord, nous avons ce qu'on appelle un institut qu'on appelle INAM. Institut national d'assistance médicale, INAM, qui est en charge de cette question-là. Tout ce qui est gratuité en ce qui concerne les personnes vulnérables. Donc, INAM est en charge de ça. Donc, ça veut dire que l'INAM doit vérifier. Parce que vous savez,
aussi, les gens produisent leurs factures. Ah oui. Mais il faut aller vérifier. La Réellement, si véracité. c'est comme ça, est-ce que réellement les personnes qui ont été ont reçu réellement les soins? Donc il y a cette vérification-là qui prend du temps de fois, parce qu'il faut envoyer les équipes sur le terrain pour pouvoir faire le point de toutes ces factures-là. Tel montant qui a été dit, c'est vrai, il faut les payer. Ces personnes vulnérables, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les cancers féminins qui sont pris en charge. Il y a eu en 2025 3 532 millions qui ont été injectés dans ce cadre. Donc on est en train de voir chaque fois qu'il y a la possibilité avec les finances de pouvoir faire quelque chose, on le fait en ce qui concerne la gratuité. Vous avez parlé tout à l'heure d'assurance maladie départementale. Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi ça consiste? Bon, effectivement, assurance maladie départementale, au niveau des foyers, il y a un montant que la famille peut payer. Et une fois que vous payez ce montant-là, on vous donne une carte avec un numéro. Donc, une fois que vous êtes malade ou un membre de famille est malade, eh bien, vous présentez cette carte-là et vous avez les soins gratuits. Et présentement, ça se passe au niveau de Gaïa. Bien sûr, il y a un appui des partenaires et de l'État pour accompagner. Mais tous ceux qui adhèrent à cette assurance, eh bien, ils arrivent à avoir des soins appropriés et sans vraiment un véritable coût. Parce que cette assurance-là arrive à les couvrir, en tout cas pour les soins essentiels. Par rapport à l'accès aux soins, monsieur le ministre, vous allez parcourir 10 pharmacies pour avoir les produits. Dans les 10 pharmacies, chacun a son prix pour le même produit alors qu'ils ont quelque part le même fournisseur. Qu'est-ce qui justifie cela et qu'est-ce que votre ministère fait pour vraiment pouvoir réguler ce secteur? Les prix, c'est vrai, ça peut varier d'une pharmacie à une autre selon la manière dont les médicaments sont arrivés. Il y a d'autres, c'est par bateau, il y a d'autres, c'est par voie aérienne. Les gens essaient de faire leur calcul. Mais sachez que nous avons une agence en charge de contrôle des agence de régulation dans le secteur pharmaceutique, l'ANRP, qui est en charge de cette question. Donc de réglementer ces produits, de contrôler donc les prix de ces médicaments-là, de contrôler, non seulement contrôler contrôle par rapport au prix, mais aussi par rapport à la qualité du médicament. Est-ce que réellement c'est des médicaments autorisés? Tout à l'heure, j'avais parlé de la liste nationale des médicaments essentiels. Est-ce que ça répond à cette liste-là? Donc cette agence est en charge de cette question-là. Donc voilà ce que je peux dire à propos de cette question. Et relativement à l'évacuation aussi, monsieur le ministre, traditionnellement, les Nigériens vont dans des pays précis qui sont connus. Aujourd'hui, il y a de nouveaux pays qui sont beaucoup plus offrants, avec peut-être même de meilleure qualité. Est-ce que l'État est regardant vers ce côté ou bien est-ce que l'État est prêt à accompagner les patients nigériens à aller vers ces pays qui offrent beaucoup plus et moins cher? Oui, l'État est prêt, mais vous savez qu'il y a un certain nombre de conditions. Parce qu'il faut économiser les ressources. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des soins dans un pays qui n'a aucune convention avec notre pays, qui n'a pas des gens qui sont chargés de contrôler effectivement si l'hôpital est accrédité ou c'est vrai, c'est des bons soins que l'individu, que le malade a reçus. Et ce que nous faisons actuellement, nous orientons toujours nos patients vers un pays où nous savons que nous avons une représentation diplomatique. Pour que l'argent, quand le patient est traité, cet argent-là, on puisse l'envoyer au niveau de la représentation. Et ils savent, non seulement ils connaissent l'hôpital, mais aussi pour question de traçabilité, c'est eux qui doivent régler les factures et nous envoient. Parce que les gens peuvent toujours tricher si on n'avait pas quelqu'un qui contrôle. C'est pourquoi on préfère vraiment, pour le moment, nous n'avons que 2 pays où il y a des attachés médicaux qui travaillent en collaboration avec nos représentations diplomatiques. C'est le Maroc et la Turquie. La Turquie. Et la Turquie. Donc, nous sommes en train de voir avec les autres pays comment signer des conventions. Mais il faut vraiment prendre des précautions. Parce que vous savez, les êtres humains sont tels qu'ils sont. Il faut un contrôle. Pour éviter l'hémorragie, cet argent-là qu'on envoie à l'extérieur, il faut vraiment que nos représentations
diplomatiques qui sont là-bas, qui représentent le pays, puissent nous assurer qu'effectivement, le Nigérien qui est venu, il a reçu les soins. Nous attestons que cette facture-là est vraie. On peut procéder au paiement. Et d'ailleurs, ils ont les comptables là-bas qui règlent l'hôpital qui a reçu le patient. C'est la meilleure manière. Parce que ce qui se faisait auparavant, on envoie un patient dans un pays, il fait les soins, l'hôpital dit envoyer de l'argent, on envoie de l'argent, mais qui va s'occuper du contrôle? Et des fois aussi, quand le malade décède, ça devient une préoccupation. Et l'argent est déjà parti. Vous savez, il y a des pays qui sont des receveurs universels, ils reçoivent l'argent, mais ça ne sort pas de chez eux. La logique n'a pas dit comme ça. Et c'est très difficile de récupérer cet argent-là. Donc, on ne peut pas continuer à travailler, il faut vraiment réglementer les choses. Voilà. La prochaine question. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cet entretien avec cette question. Quelle action votre département mène en matière d'amélioration de la qualité des prestations? Merci Abari pour votre question. Nous avons déjà commencé un peu à évoquer la question en début d'entretien. Pour améliorer la qualité, eh bien, il faut mettre aussi des équipements de qualité. Oui, donc ça va les plateaux techniques. Les plateaux techniques de qualité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons acquis 6 scanners, plus de 64 barrettes. Donc c'est la dernière génération, plus les appareils d'imagerie par résonance magnétique qu'on appelle IRM, de 1,5 Tesla. Parce que vous savez, les appareils qu'on a trouvés, c'est 0,3, je crois. Et les autres scanners, 16 barrettes. Donc c'est dépassé depuis une quinzaine d'années, ce qui fait que même leur entretien, leur maintenance est très compliquée. Donc, pour améliorer la qualité, eh bien, nous avons opté pour qu'on ait des équipements de qualité. Donc c'est ça qui explique l'acquisition de ces scanners. Et IRM qui donne donc 6 scanners, 3 IRM, dont le montant tourne autour de 8 milliards, donc que nous avons mis en place à la disposition de ces hôpitaux-là, pour qu'ils puissent faire vraiment des soins de qualité. Nous avons mis en place aussi des appareils de mammographie au niveau donc des hôpitaux, pour qu'on puisse poser les diagnostics précoces des lésions précancéreuses et autres. Donc nous avons déjà installé ça. Nous avons aussi acquis des laboratoires mobiles de P3, on appelle donc. Et ces laboratoires au nombre de 6 que nous avons mis à la disposition des grands hôpitaux. Et ces laboratoires aujourd'hui ont renforcé notre capacité en ce qui concerne les soins. Nous avons installé aussi 9 incinérateurs. Donc 9 incinérateurs qui ont été, ils ont été réfectionnés et on a ajouté 5 nouveaux incinérateurs. Donc ce qui fait un effectif de 14 incinérateurs que nous avons installés sur l'ensemble des régions en 2025. Et ces incinérateurs aujourd'hui nous permettent la maîtrise des déchets. Parce que vous savez, les centres de santé sont producteurs de déchets. Et ce qui se passait depuis des années, ces déchets-là, on fait un trou, on met tout et on ferme. Quand le trou est plein, on ferme. Ouais. Mais pendant combien de temps on va continuer à mettre des déchets dans la terre? C'est inadmissible. Et surtout qu'il y a des déchets qui ne sont pas dégradables, genre les flacons et autres. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'installer ces incinérateurs-là, pour qu'on ait une gestion saine de tous ces déchets-là. De l'environnement. Respecter un peu l'environnement. Et d'ailleurs, des réflexions sont en cours, puisque les incinérateurs existent, pour qu'il y ait une utilisation intersectorielle de ces incinérateurs-là. Parce que vous savez, pour pouvoir gérer les déchets en toute sécurité, une gestion sécurisée de ces déchets-là et autres produits dangereux, il faut vraiment passer par ces incinérateurs-là. Et si je vous donne l'exemple de certains drogues, des médicaments périmés, deux fois comme au niveau régional, on les met en dehors de la ville, on fait un trou. On incinère. Beaucoup de drogue. Et on met Il y a des risques. Oui, on met du pétrole. Ça prend feu, tout le monde applaudit. On s'arrête. On prend le maximum de la fumée. On inhale la fumée. De la fumée de ces. On inhale bien la fumée. Tout à fait.
Et aussi, le résidu. Mais le résidu va devenir comment? Il est abandonné. Oui, il est abandonné. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de voir, en collaboration avec le ministère de la Justice, pour vraiment qu'il n'y ait plus ces incinérations-là à l'air libre. Il faut vraiment sécuriser l'environnement. Donc nous allons réfléchir ensemble pour pouvoir qu'on puisse prendre le lead de destruction donc, de ces déchets qui sont nocifs, qui peuvent vraiment entraîner donc des problèmes de santé. Donc il faut faire une gestion beaucoup plus saine donc, de ces déchets-là. Tu as une réaction, oui? Toujours par rapport Sauf la prochaine. Ah, ok. Vous avez fini? Parce que moi, j'ai envie de demander toujours par rapport à la qualité de prestation, hein, parce que vous avez parlé tout de suite des plateaux techniques et tout ce que vous avez. Et au niveau du capital humain, parce que si ces appareils qui sont là, comment ils sont manipulés? Est-ce que les médecins ou ceux qui sont dessus, ils ont reçu de formation ou pas? Parce qu'il ne suffit pas, monsieur le ministre, de payer du matériel et sans que les gens ne peuvent l'utiliser. Parce qu'on a vu beaucoup de fois, on achète du matériel, mais ça reste comme ça parce qu'il n'y a pas les gens pour les piloter, pour les manipuler, pardon. Voilà. Bon, je vais quand même répondre à la question. Allez-y. Après, je vais continuer à ce On est d'accord. La qualité. Effectivement, lorsqu'on envisage d'acheter un appareil, en fait, on ne laisse pas l'appareil comme ça venir seul. On essaie toujours dans cette convention prendre en compte l'aspect fonctionnalité de l'appareil, la formation et la maintenance. D'accord. Parce que c'est deux volets importants. Donc nous envoyons des personnels pour qu'ils soient formés non seulement à l'extérieur, donc là où la machine est produite, donc ils sont formés là-bas. Dès qu'ils font cette formation à l'extérieur, maintenant une fois que l'appareil est arrivé au pays, installé, il y a ce qu'on appelle la formation sur place. On fait cette formation sur place, on fait venir des ingénieurs, des techniciens qui vont former les gens sur place. Donc tout équipement qui arrive, on prend toujours ces précautions-là pour être sûr que les manipulateurs ont compris la manière dont il faut utiliser. Ils ont compris donc les précautions dont il faut prendre pour l'utilisation de ces équipements. Donc c'est vraiment cette disposition-là est prise. On essaie toujours donc de prendre ces précautions-là pour que l'appareil ne soit pas là et qu'on ne soit pas en mesure de l'utiliser. Donc pour continuer un peu sur la qualité, vous savez, c'est en 2025 que nous avons mis en marche donc, en fonction donc le LINAC dans le cadre de la radiothérapie. C'est en 2025 que ça a commencé. Et déjà en 2025, nous avons traité 222 patients qui ont bénéficié de radiothérapie. Du cancer. Traitement du cancer. Et vous voyez, si c'est dans le passé, ces 222 patients-là, il faut les amener vers l'extérieur pour pouvoir bénéficier des soins. Donc, ça a vraiment permis de renforcer la qualité des soins au niveau du Centre national de lutte contre le cancer. Donc, c'est un élément très important. Nous avons organisé aussi certaines missions, si vous vous rappelez, la mission de chirurgie à cœur ouvert, où il y a 19 patients qui ont été opérés en 2025. À ce sujet, l'équipe du Niger aujourd'hui, elle est totalement autonome, puisque je sais qu'il y avait eu, c'est conjointement avec une équipe médicale du Burkina. Est-ce qu'aujourd'hui, après les premières, deuxième ou troisième campagnes, l'équipe est totalement autonome ou pas? Notre équipe est totalement autonome. Aujourd'hui? Aujourd'hui, elle peut opérer. Elle peut opérer. Elles sont en train d'opérer. D'accord. Et nous sommes en train aussi de renforcer, parce que vous savez, la chirurgie, il faut pratiquer. Oui, bien sûr. Récemment, ils sont venus du Maroc, où ils ont pris part, la même équipe, où ils ont pris part donc, à des interventions cardiaques à cœur ouvert. Donc nous continuons donc, la pratique, et on s'est entendu avec mes collègues de l'AS, peut-être plus tard on va en parler, oui, tout à fait. Pour que nos équipes puissent se rencontrer et travailler ensemble au lieu d'envoyer à l'extérieur nos patients. Donc nous sommes dans cette dynamique. L'équipe, elle est vraiment robuste aujourd'hui. On peut avoir une idée à partir du moment où cette équipe est autonome, peut-être le coût, puisque je sais qu'avant on évacuait des gens par rapport à ça. Si on peut avoir une idée peut-être du montant maintenant que l'État économise par rapport à ces opérations à cœur ouvert, ou à l'époque il faut envoyer des gens à l'extérieur pour le faire. Vous avez une idée ou on n'a pas fait cette estimation au niveau de votre ministère? Ah si, nous avons une idée. Parce qu'un patient qui souffre d'un problème cardiaque chirurgical,
son évacuation à l'étranger nous coûte 21 millions. 21 millions. Oui, oui. Alors que si on fait sur place, toutes les interventions que nous faisons sur place, ça nous coûte 4 millions. 4 millions, voilà. Donc vous avez vu, la différence est importante. Et vous savez, les problèmes cardiaques, au fait, il y a différentes sortes. Il y a les problèmes congénitaux, surtout chez les petits enfants, donc les nouveau-nés et autres, donc les nourrissons, où leur prise en charge, même en Europe, c'est très complexe parce que les malformations cardiovasculaires, il y a d'autres qu'on peut gérer, qu'on peut solutionner, il y a d'autres qu'on ne peut pas solutionner. Et aussi le nourrisson, il y a des moments où il peut supporter l'intervention, il y a des moments où il ne peut pas supporter. Des fois, il y a certaines familles, on n'arrive pas à se comprendre. Ils viennent nous dire, non, voilà mon enfant, il faut qu'on l'opère. On leur donne des conseils. L'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Il y a un certain nombre il est fragile. Donc, les interventions chez lui nécessitent beaucoup de précautions. Il y a certains cas, tout de même, ils n'écoutent pas les conseils. Ils vont quand même à l'étranger pour faire l'intervention, mais généralement, ils reviennent sans l'enfant. On est là pour donner des directives, donc il faut respecter ces conseils-là. Sinon, les autres, chez l'adulte, la plupart des cas, c'est un problème de valvulaire, comme on l'appelle, donc ça peut être géré sans problème. Et au niveau de la fréquentation peut-être des centres de santé aujourd'hui, puisqu'avant on sait que même les gros patrons n'aiment pas aller, les consultations dans ces zones, ils préfèrent prendre un avion pour aller à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui cet état d'esprit a changé ou pas? Puisqu'on a un plateau technique qui est là. Et au niveau, parce que souvent c'est eux le problème, parce qu'ils préfèrent aller à l'extérieur parce qu'ils ont les moyens, alors qu'ici on a tout. Ça a changé ou pas, monsieur le ministre? Bon, je peux dire, ça ne fait pas longtemps que les choses ont commencé. Ça ne fait pas longtemps? Oui. Donc, le changement de mentalité, c'est petit à petit. Ouais. On a toujours confiance à l'étranger. Il faut que le Nigérien ait confiance à lui-même. Ah oui, parce qu'on a de très bons médecins, de ces très bons gens chez techniciens. qui on va, on a fait les mêmes universités. Oui, tout à fait. On a étudié ensemble. Et ils savent qui a fait quoi, qui était devant qui pendant la formation à l'université. Donc, là maintenant, c'est une question de choix. Parce que des fois, certains ils préfèrent aller à l'étranger, pensant que c'est l'étranger qui peut mieux donner. Il y a des problèmes qu'on peut régler chez nous. Et il y a certaines maladies qui ne vous autorisent même pas à aller à l'étranger. Ils ne vous donnent pas ce temps-là. Si je prends le cas de AVC, on en a parlé. Oui, tout à fait. Le délai, c'est 4 heures. Si vous dépassez, c'est terminé. Ça finit par des séquelles, vous êtes paralysé. Alors que si vous êtes payé à temps, eh bien, vous pouvez sortir sans séquelles. Est-ce que le ministère de la Santé devrait mettre en place un dispositif ou un mécanisme de sensibilisation pour restaurer la confiance entre ces Nigériens et les centres de santé, par exemple en matière d'évolution de tout ce qui a été acquis? Est-ce qu'il faut mener des sensibilisations pour expliquer aux gens que dorénavant, telle maladie se pratique au Niger, on peut traiter ça au Niger sans que vous ayez recours à l'extérieur? Oui, faudra-t-il mettre un dispositif de communication dans ce sens, ou bien il y a un dispositif de communication, ou bien vous y songez? Nous sommes en train de le faire déjà, la sensibilisation. Si vous vous rappelez, chaque fois que nous avons acquis la technique pour gérer, pour faire un soin spécialisé, on annonce à la nation. On informe la nation. C'est le cas de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. On a informé. C'est le cas de tympanoplastie, récemment avec l'hôpital de Maradi. Où chaque fois, il faut évacuer vers l'étranger. Nous avons communiqué à travers la RTN pour dire voilà, c'est disponible aujourd'hui. Donc c'est comme ça que nous faisons. Chaque fois que nous avons, dans le cadre des soins spécialisés, s'il y a des nouveautés, eh bien on informe le peuple. Voilà, vous avez la possibilité de vous soigner. Ce qui se faisait à l'étranger là aujourd'hui, on peut le faire chez nous. Pour améliorer la qualité, nous avons en 2025 eu 2 unités d'hémodialyse qui ont été construites, équipées au niveau de DIFA, le CHR de DIFA, et au niveau d'Agadez. Et ça, c'est... Ce sont des zones reculées, hein? Oui, des zones reculées. Et c'est nos compatriotes qui ont construit et qui ont équipé. Je profite d'ailleurs pour les féliciter, pour les encourager. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, celui qui est à DIFA, qui a un problème d'insuffisance rénale, il n'a pas besoin de venir à Niamey.
Parce que la dialyse, au fait, il faut faire 2 séances à 3 séances par semaine. Donc, il faut carrément déménager de chez soi pour être en Niamey. Aujourd'hui, tous ces patients-là qui souffrent peuvent se faire soigner donc, à Difa et ils peuvent se faire soigner à Agadez. Et ça nous a permis vraiment d'améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux chroniques. Vous avez évoqué, en ce qui concerne le personnel. Le renforcement donc, de la capacité du personnel de santé. Nous faisons ce qu'on appelle des formations de mise à niveau, des formations de perfectionnement. L'année 2025, c'est 17 000 personnes, agents de santé, qui ont bénéficié donc, de ces formations de perfectionnement. Et il y a 368 agents de santé qu'on a mis en formation spécialisée. Parmi ces 368, il y a 88 médecins. Donc, avec, un peu partout à travers le monde. Un peu partout à travers le monde. Donc, ils sont en train d'être formés, non seulement au Niger, mais aussi ailleurs, dans le cadre de différentes spécialités dont on avait parlé il y a un instant. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Et enfin, avant de terminer, je voudrais ajouter quand même, pour l'amélioration de la qualité, la solarisation de nos formations sanitaires. En 2025, il y a eu 180 CSI qui ont été électrifiés grâce à l'énergie solaire. Grâce à l'énergie solaire. Et c'est là où j'adresse mes salutations au ministère de l'Énergie, parce que c'est grâce à leur contribution que ces 180 CSI ont été solarisés. Et cette lumière, quand même, leur permet de travailler. Donc, il n'y a plus de centres aujourd'hui où les infirmiers ou les agents travaillent avec des lampes torches, non? Parce que souvent, c'est ça, malheureusement. On nous dit que même pour des interventions, il faut faire ça avec des lampes torches ou même le téléphone portable. Hein. Maintenant, il n'y a plus ça. Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas, mais nous sommes dans cette dynamique de fournir donc, de l'électricité, de la lumière à ces formations sanitaires-là. Les 180, là, ça ne va pas rester comme ça. Déjà, en 2026, il y a une bonne partie donc, qui est en cours pour pouvoir fournir donc, de l'électricité à ces formations sanitaires. Et comme je l'ai dit, vous savez qu'on a 1525 CSI donc, qui ont... Bien sûr. Mais petit à petit, nous sommes en train de fournir de l'électricité à ces formations sanitaires. Et c'est pourquoi nous ne voulons plus ces CSI que les gens construisent n'importe comment. On veut des CSI type 2 pour vraiment fournir un paquet complet de soins et ne pas encore revenir pour faire des ajouts. On met le tout ensemble pour qu'on puisse vraiment faire un bon travail. Et c'est là où je lance un appel à l'endroit de nos compatriotes qui veulent construire des formations sanitaires. Parce que des fois, vous dites, on veut construire un centre de santé et chacun veut construire dans son village. On a réglementé ça. Et on a même envoyé un arrêté pour que ça soit réglementé, que les centres de santé, que ça puisse répondre à nos préoccupations. Parce que le plan type, c'est chez nous. Et on veut des centres de santé type 2, avec tous ces paquets-là. Donc, c'est ça que nous voulons. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent non, parce que ce n'est pas bien de faire un centre de santé que les gens ne vont pas utiliser. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'on a vu beaucoup de cas. Hein? Oui, j'ai fait exprès. Il y avait une ONG là, on m'a mis la pression. Monsieur le ministre, on a construit un CSI, vous ne voulez pas réceptionner. Je me suis renseigné de là où ça se trouve. J'ai fait une visite par surprise. J'étais parti, j'ai vu. Et j'ai trouvé un bâtiment. Tout autour, c'est des troupeaux de vaches, des troupeaux de chèvres et autres. Et le chef du village était venu et il se plaignait, monsieur le ministre, mais il fallait nous dire que vous venez. Vous voyez. Donc s'il y a eu la clôture pour protéger, ça ne serait pas comme ça. Si vous étiez venu, il n'y aura pas les vaches tout autour. Justement, les gens vont prendre des précautions. Très bien. Donc il faut rattraper tout ça. Et pour le matériel roulant, pour finir? Parce que le matériel roulant aussi fait partie de la qualité des prestations, avec ces ambulances et tout là. On en est où? Tous les centres ont une ambulance aujourd'hui, il y a encore des localités où il n'y a pas d'ambulance. Il y a des localités où il n'y a pas encore d'ambulance. Oui. Et comment on évacue sur des charrettes? J'ai dit hier, nous avons 1525 CSI. Si on veut donner une ambulance à la création, ça fait 1525 ambulances. Nous n'avons pas 1525 ambulances. Mais l'État est en train de faire des efforts pour que vraiment les formations sanitaires puissent avoir le nécessaire pour évacuer. En 2025, nous avons fourni 25 ambulances pour les évacuations sanitaires. Nous avons fourni 44 véhicules de supervision.
donc sur l'ensemble du territoire, pour pouvoir mener les actions de supervision. On a fourni 21 fourgonnettes, donc en fait c'est des petits véhicules, bon c'est des véhicules classiques qui permettent de faire le transport des vaccins entrants. Et il y a eu 217 motos dans le cadre donc, des sorties foraines, dans le cadre donc, des activités. Donc vous voyez, nous sommes dans cette dynamique de fournir en tout cas les moyens roulants, la logistique pour ces formations sanitaires-là, pour qu'ils puissent travailler en toute sincérité. Mais c'est vrai, il y a encore d'autres qui n'en possèdent pas, mais nous sommes dans cette dynamique et Inch'Allah, avec le temps, ça va venir. D'accord. Yaro, pour la prochaine question. Oui, pour la prochaine question, Monsieur le ministre, en matière de santé, comme dans tous les autres secteurs clés, le respect de l'éthique et de la déontologie constitue un principe très important. Alors, au Niger, les patients surtout se plaignent beaucoup de l'accueil dans les centres de santé, du comportement de certains agents de santé. Et souvent, dans les centres de santé, on a l'impression d'être plus un intrus qu'un patient dont il faut prendre soin. Alors, quelles mesures votre département ministériel a-t-il déjà pris et compte prendre pour améliorer l'accueil et surtout le comportement des agents vis-à-vis des patients pour lesquels ils sont là, Monsieur le ministre? Oui, merci Yero pour votre question. Effectivement, c'est une question très importante, la question de l'éthique et de la déontologie. Nous aussi, ça nous préoccupe et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris un certain nombre d'actions. La première action, c'est d'abord le renforcement du cadre réglementaire. Et ça traînait depuis longtemps, mais en 2025, nous avons pu mettre en place ce cadre réglementaire à travers l'adoption du décret 2025-149 de BAR-CNSP du 18 mars 2025, fixant les modalités d'application de la loi et déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. Donc ce décret, quand il a été adopté en 2025, c'est à travers ça que nous pouvons vraiment faire toutes les actions, que ce soit des actions à l'endroit du personnel, à l'endroit des infrastructures ou autres cliniques qu'on veut créer. Donc ça renferme pratiquement tout. Et depuis que ça a été adopté, maintenant nous sommes en train de prendre des précautions pour l'appliquer et nous sommes en train de sensibiliser pour que les gens comprennent le respect de l'éthique et de la déontologie. Donc c'est très important. Et nous avons impliqué donc les ordres professionnels. Donc, vous savez que les gens sont constitués en ordre professionnel pour les impliquer dans tout ce qui est les réunions de concertation, l'élaboration des plans stratégiques, on les implique. Et moi-même, en tant que ministre de la Santé, en 2025, nous avons effectué des missions sur terrain, sur l'ensemble, sur les 8 régions. Et à chaque visite, j'organise une réunion avec tous les acteurs sociaux pour attirer l'attention des gens en ce qui concerne l'éthique et de la déontologie. Nous avons même une direction, l'inspection générale des services, qui est aussi en charge de cette question-là, pour qu'on fasse des missions d'audit, de contrôle, pour être sûr que vraiment les gens respectent l'éthique et la déontologie. Et à chaque fois que nous sommes au courant de quelque chose où l'éthique et la déontologie a fait défaut, eh bien nous envoyons cette équipe-là pour pouvoir aller faire le point par rapport à ce manquement et attirer l'attention des gens pour qu'ils puissent vraiment corriger. L'accueil, effectivement, dans nos hôpitaux, on sait, nous sommes en train vraiment de sensibiliser pour que l'accueil soit parfait. Parce que vous savez, rien ne fait mal lorsqu'un malade se présente et qu'on l'accueille. C'est le premier soin. Comme un indésirable, souvent. Effectivement. Bon, vous savez, il y a toujours des gens qui sont un peu particuliers. Mais je pense avec tous les efforts que nous sommes en train de faire, avec les ordres et tout, eh bien, nous pouvons, avec le temps, changer cette mentalité-là pour avoir l'amour du prochain, l'amour du malade. Parce que quelqu'un qui vient solliciter ton aide, parce que quand vous soulagez la vie de quelqu'un, vous améliorez la vie de quelqu'un, c'est une récompense dont
seul notre créateur sait. Il y a des gens qui sont pas... À ce niveau, monsieur le ministre, il y a deux problèmes. Non seulement lorsque les gens voient l'autorité, une autorité, venir, ils améliorent leur comportement, ils sont bien avec tout le monde. Mais dès que l'autorité n'est pas là, quand c'est en face des patients, alors là, c'est autre chose. Et malheureusement, les patients aussi ne dénoncent pas, même si on met un numéro vert à leur place. Alors, est-ce que votre ministère ne peut pas envisager des mesures d'enquête, envoyer des gens sous forme de malades pour voir comment ils seront traités, pour voir l'ampleur du problème et créer au niveau de la mentalité que, bon, le patient peut être n'importe qui? Oui, tout à fait. Et nous sommes vraiment en train de le faire. Nous sommes en train d'envoyer des gens, par surprise, pour voir réellement qu'est-ce que les équipes sont en train de faire. Mais comme je l'ai dit, avec le peu de cadres que nous avons, nous sommes en train de prendre des précautions pour qu'il y ait un contrôle régulier, pour qu'il y ait des inspections régulières, pour s'assurer de la manière dont les gens sont en train de travailler. Une dernière chose, monsieur le ministre, dans un passé encore récent, souvent l'État met à disposition des médicaments pour prendre en charge les patients, surtout démunis. Mais certains agents, je ne dis pas tous, certains agents préfèrent vendre ces médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pratiques-là continuent ou est-ce que vous avez mis en place des mesures pour empêcher de telles choses? Comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler vraiment pour que ça cesse. Les mauvais esprits, ça a toujours existé. Mais il faut mener des actions pour les décourager à entreprendre ce genre d'actions qui sont néfastes vis-à-vis de la population. Donc, nous sommes en train de nous battre parce qu'ils savent de toutes les façons. Une fois que c'est détecté, eh bien, ils courent des risques, donc des peines par rapport à ce comportement-là. C'est vrai, ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que voilà, c'est une confiance qu'on vous a fait en vous donnant des produits destinés à la population. Et vous vendez. Mais je ne sais pas, la morale même, en dehors même du truc santé, vouloir vendre le bien et surtout un bien de plusieurs personnes. Tu peux gérer le bien d'une seule personne parce que là, tu sais que c'est entre toi et la personne. Mais là, c'est entre toi et la communauté. 27 millions de personnes. Vous voyez, c'est ça. Ils n'ont pas cette conscience-là. Donc, je pense avec la sensibilisation que nous sommes en train de faire, eh bien, ça doit changer. Et vous savez aussi, le voleur, si le mot existe, c'est parce que effectivement, il y a certaines personnes, ils n'ont pas froid aux yeux de voler ce qui leur appartient. Il y a l'attitude de certains agents, monsieur le maître, qui se comportent mal, mais également souvent les infrastructures aussi posent problème. Quand vous venez au niveau des urgences, par exemple, monsieur le ministre, la situation, elle est ce qu'elle est. Souvent même les matériels manquent pour les agents de santé. Souvent vous allez trouver un manque de lits, souvent vous allez trouver des situations, vous-même vous êtes démoralisé, vous venez avec un mot, vous vous sentez déjà très bien. Est-ce que vous vous consacrez à résoudre ce problème des urgences, par exemple? Rien qu'à Niamey. Nous sommes en train vraiment de travailler dans ce sens-là. Et que, vous savez, la première responsabilité, c'est d'abord les responsables qu'on met à la tête de ces hôpitaux-là. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont responsables de tout ce qui se passe dans leur aire de responsabilité. Et c'est là, quand ça les dépasse, eh bien, ils font appel à l'échelon supérieur. Donc, ils devront être à mesure de faire vraiment le point de tout ce qui est fonctionnement et autres, que ce soit les urgences, comme dans le cadre donc, des prestations de soins classiques. Et surtout les urgences, parce que la réussite des urgences, c'est ça la vitrine d'une infrastructure de santé. Si les urgences ne marchent pas, eh bien, c'est une mauvaise note. Tout à fait. Donc, nous attirons leur attention pour qu'ils puissent avoir un œil là-dessus. Et aussi, quand il y a des matériels qui manquent, dès que nous sommes au courant, on prend des précautions. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on achète un appareil qui fait des milliards et un petit appareil qu'on peut mettre à la disposition des urgences et qu'on dise aujourd'hui que ça n'existe pas. Donc, vraiment, on met la pression. Et si on est au courant du problème, eh bien, on prend des dispositions dans ce sens-là pour que le problème soit réglé. Mais comme je l'ai dit, les différents responsables, chacun doit jouer son rôle pour que les choses puissent avancer.
Monsieur le ministre, par rapport toujours à cette question de l'éthique et de la déontologie, il y a un souci parce que souvent il y a des erreurs médicales qui se passent dans nos hôpitaux. Tout dernièrement, nous avons perdu un ancien chauffeur à nous qui est allé se soigner juste parce que l'infirmier ou l'infirmière a pris une poche de sang qui ne correspond pas pour lui administrer et il est décédé. Et je sais qu'il y a plusieurs cas de ce genre. Qu'est-ce qui est fait pour remédier à cette situation? Parce que le problème, c'est parce que souvent quand ça arrive, les gens préfèrent dire que c'est Dieu qui a amené. Or, c'est des erreurs médicales. On ne peut pas aujourd'hui accepter que dans nos hôpitaux, qu'on continue à tuer des gens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand quelqu'un vient pour avoir la santé et qu'il finit comme ça, parce que tout simplement quelqu'un n'a pas fait son boulot, est-ce qu'il y a eu des mesures qui sont prises pour pallier à cette situation? Parce qu'il y en a beaucoup de cas. Même dans la ville de Niamey, je suis convaincu que même à l'intérieur. Qu'est-ce qui est fait? La transfusion sanguine, ça obéit à des règles. Et il y a des précautions. Lorsque ces règles sont respectées, eh bien, il ne devrait pas avoir des incidents malheureux comme ça. D'abord, on prélève le sang de celui qui doit recevoir le sang. Et la poche de sang qui est disponible au laboratoire, on amène cet échantillon de sang, on teste là-bas. Une fois que c'est testé, on a vu que c'est compatible, c'est en ce temps qu'on fournit cette poche de sang. Arrivé au pied du lit du malade, on prélève encore le malade, on fait un autre test. Parce que généralement, ceux qui transfusent et ceux qui ont donné, ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc il faut aussi faire le test, être sûr que ce que vous allez mettre, il y a un problème de compatibilité. Donc, si l'agent qui a transfusé n'a pas fait ce contrôle, eh bien, il peut y avoir des incidents comme ça. Tout à fait. Parce que vous ne savez pas, celui qui a livré le sang, peut-être que ce n'est pas la poche testée qu'il a mis dans le thermos. Peut-être qu'il a mis une autre poche. Si avant de transfuser, vous n'avez pas vérifié et que la poche ne correspond pas, c'est un problème. Mais d'une manière globale, en tout cas, ce qui concerne les poches de sang, donc la transfusion sanguine, parce que nous avons travaillé dans les hôpitaux, on sait comment ça se passe, eh bien, vraiment, il y a un maximum de précautions qui sont prises pour être sûr que ce qu'on transfuse là. Et en cas d'erreur médicale, je pose la question, il y a eu des gens qui ont été sanctionnés ou pas? Si vous êtes saisi, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un exemple de gens qui ont été sanctionnés par rapport à cette erreur médicale? Le cas dont vous dites, effectivement, il a été sanctionné. Et on l'a signalé, il a été sanctionné. Oui, oui. Depuis que je suis à la tête de ce ministère, c'est la première fois qu'on m'a signalé. Et c'est quoi la sanction? Bon, la sanction, d'abord, il y a eu une mise à pied. Oui. Ensuite, il y a eu un rapport d'investigation. Et ce rapport-là va être émis dans le dossier de l'intéressé. Ça va à la fonction publique et pour qu'on prenne des dispositions conformément au texte réglementaire. S'il faut même le rayer de la fonction publique, ils vont le faire. Mais il y a une procédure réglementaire, une procédure légale. Et c'est la raison pour laquelle moi je profite pour vous dire que nous avons mis en place au niveau du ministère ce qu'on appelle la cellule de gestion de plaintes. Et nous sommes en train de voir comment le vulgariser sur l'ensemble du territoire national. Voilà les gens chez qui il faut porter plainte. Dès qu'il y a quelque chose, eh bien, signaler. Et comme ça, on va procéder à la vérification. Déjà, c'est pratique. En 2025, il y a eu plusieurs cas qui ont été signalés et certains ont conduit à des enquêtes administratives. Par exemple, ce cas-là, on peut faire une enquête administrative, on identifie les fautes, les responsabilités et on administre les sanctions nécessaires. Effectivement, il y a des fautes, des erreurs médicales qui sont impardonnables. Ah oui. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Malheureusement, quand c'est parti, c'est difficile de retirer ce qui s'est passé. D'accord. On va avancer, monsieur le ministre. La prise en charge du problème d'hygiène publique constitue un des axes majeurs de votre politique. Quelle stratégie mettez-vous en œuvre pour réduire significativement les maladies liées au problème d'hygiène publique en rapport avec votre collègue en charge de l'assainissement? Merci pour votre question. Nous sommes en train de travailler en collaboration donc, avec le ministère en charge de l'environnement, des actions concertées où nous sommes vraiment en train de faire de telle sorte que
c'est que notre plan puisse répondre à cette préoccupation, la réduction des maladies liées à l'hygiène. Déjà, le cadre existe et il y a des réunions régulières dans ce sens-là. Et nous avons déjà, en collaboration avec toujours ce ministère-là, il y a eu 27 forages qui ont été réalisés en collaboration avec ce ministère, plus 67 qui ont été réhabilités pour que nos formations sanitaires puissent bénéficier de l'eau et de l'eau propre. Et nous avons fait ce qu'on appelle, on a construit des latrines, 218 latrines. Donc l'un de l'autre, il y a des actions concertées avec ce ministère, même lorsqu'il s'agit de faire des investigations, nous sommes ensemble pour pouvoir, lorsqu'il s'agit des problèmes d'hygiène, surtout en ce qui concerne les problèmes de maladies hydriques, genre le choléra et autres, dont nous travaillons ensemble. Et donc il y a des missions conjointes que nous faisons pour pouvoir régler ce problème. Lorsqu'on fait un forage, un point d'eau, il faut, c'est-à-dire il y a un certain nombre d'analyses qui s'imposent à celui qui a fait le forage. D'abord, il faut faire l'étude physico-chimique de l'eau. Il faut faire aussi l'étude bactériologique pour être sûr que c'est une eau de bonne qualité. Consommable. Malheureusement, dans les grandes villes, ça ne se passe pas comme ça. Beaucoup de gens, ils construisent les forages, mais ils ne font pas ces analyses-là. Est-ce que ce n'est pas lié au coût? Est-ce que ce n'est pas autour de 50 000 100 000, ça 100 000. De ça. Oui. Mais mieux vaut le faire que de consommer quelque chose qui n'est pas potable. Évidemment. La santé n'a pas de prix. Évidemment. Oui. Parce que vous avez vu, quand certains font les forages, surtout dans les familles, deux fois il y a des fosses septiques. Toute, c'est-à-dire l'eau des toilettes est collectée dans un bassin et quelque part on fait une fosse profonde où l'eau sale là, va dans cette fosse-là qu'on appelle généralement puits perdu. Je ne sais même pas par rapport à quoi ce puits est perdu parce qu'on connaît là où il est et on connaît les dangers de ce puits-là. Le trou est tellement profond, et bien ces germes-là peuvent contaminer les autres nappes. Donc il y a une distance qu'il faut respecter. Si vous faites le forage, vous n'avez pas étudié pour voir si c'est la qualité de l'eau. Et surtout, il y a certains qui partagent avec les voisins. Quand vous partagez quelque chose, il faut partager quelque chose de qualité. Il y en a qui ouvrent la pompe dehors et c'est pour tout le village ou bien c'est pour tout le quartier. Donc ça, c'est ça. Il faut vous assurer. Parce que des fois, les gens peuvent porter plainte et quand il y a des soucis, eh bien, c'est des préoccupations. Il en est de même pour l'étude physico-chimique. Lorsque c'est riche en fluor, eh bien, ça entraîne des maladies. Nous avons vu quelque part où, la fluorose, où il y a des enfants qui sont déformés, où nous avons une centaine, où on était obligé de corriger. Il en est de même, vous pouvez trouver la plupart des eaux autour du Niamey, on va vous dire que c'est riche en nitrate. Le nitrate, on connaît les conséquences sur la grossesse. Donc, c'est avoir l'étude physico-chimique de l'eau, là, c'est très important. Si c'est riche en fer, on connaît les conséquences. Donc, être sûr que c'est une eau de bonne qualité. Et c'est valable aussi à l'intérieur du pays. Nous avons vu un village où on les a créé un puits, ils buvaient l'eau du puits là. Ils n'ont jamais eu de soucis. Donc une ONG est venue, on les a fait un forage très profond. Malheureusement, on n'a pas étudié on n'a pas fait l'étude physico-chimique et les enfants se sont retrouvés déformés. Il a fallu qu'on analyse et qu'on voit sur le fluor. Donc c'est très important de faire cette étude physico-chimique pour pouvoir être sûr que c'est des trucs de qualité qu'on donne aux gens. D'accord. Abari. Monsieur le ministre, nous allons passer à la médecine traditionnelle. L'intégration de cette médecine dans le système formel de soins de santé fait l'objet de réflexions depuis des années. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avez-vous, entre autres questions, bien sûr, réfléchi à établir un répertoire de plantes médicinales utilisées au Niger? La médecine traditionnelle, oui, c'est une question qui nous préoccupe quand même parce que on sait que la majorité des médicaments que nous consommons, ça vient des plantes. Donc cette réflexion-là, on ne peut pas rester à l'écart de cette réflexion. Il faut vraiment chercher à intégrer cette médecine-là. C'est pourquoi nous avons créé un cadre réglementaire donc, à ce sujet-là. Et nous avons la direction en charge de cette question-là
a établi donc des autorisations d'exercice privé donc de médecine traditionnelle aux tradis praticiens. Il y a eu la création d'une commission nationale. Une commission nationale qui est en charge de la réflexion donc sur la promotion de la médecine traditionnelle. Nous avons acquis un financement de la part de l'État pour non seulement faire une mise à jour par rapport à la liste dont vous faites allusion, le répertoire des plantes médicinales, et nous allons aussi profiter de cet argent-là pour faire, parce que nous avons acquis un terrain, pour faire la mise en œuvre de ce terrain-là et avoir vraiment un jardin botanique. Des plantes spécifiques, monsieur. Je profite de l'occasion, monsieur, pour poser cette question. Nous sommes tous ici consommateurs de réseaux sociaux, bien sûr, mais vous avez cette tendance où on vous dit quand vous faites l'ajout entre clou de girofle et gingembre, ça nettoie votre foie. Quand vous faites l'ajout entre cannelle et clou de girofle, ça nettoie votre cœur. Par rapport à ça, nous profitons de cette tribune, monsieur le ministre, pour voir qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de conseils. Parce que quand la personne sait qu'il faut aller acheter un médicament très cher pour pouvoir se soigner, et que s'il fait le mélange entre clou de girofle et gingembre, ça donne tel résultat, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette campagne, monsieur le ministre, qui est devenue de plus en plus récurrente sur les réseaux sociaux, et les gens appliquent. Vous voyez, vous-même les vendeurs qui sont au niveau de la capitale, qui vendent tel ou tel produit dans des sachets, et que les gens utilisent dans du thé, dans des Lipton. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, est-ce qu'il est recommandé ou bien on peut prendre le risque d'en consommer pour nettoyer son foie? Je pense qu'au fait, c'est des choses qui nécessitent des précautions. Il ne faut pas se figer aux réseaux sociaux, ce que les gens racontent, parce que des fois c'est piégé. Ah oui. Oui. Pour prendre une plante en infusion ou sous quelque forme que ce soit, il faut être vraiment très vigilant, parce que vous ne savez pas la composition de cette plante-là. Quel est le principe actif et à quelle dose vous êtes en train de consommer. Vous savez, des fois, c'est ça, au fait, la préoccupation donc, en ce qui concerne la médecine traditionnelle, c'est avoir la substance active existe, mais il faut savoir à quelle dose il faut prendre. Et des fois, il y a des substances qui sont nocives. Si vous consommez, eh bien, vous pouvez porter atteinte à votre rein. Et c'est ça qui explique des fois beaucoup des cas d'insuffisance rénale, c'est parce que les gens consomment des choses qui ne sont pas contrôlées. Donc il faut être vraiment très, très vigilant en ce qui concerne la consommation de certaines plantes, de certains produits, pour ne pas se retrouver avec des problèmes rénaux. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons des insuffisants rénaux chroniques, et la plupart, c'est la consommation de ceux qui ne connaissent pas la composition. Et donc il faut être très prudent par rapport à la consommation de ce qu'on ne connaît pas. C'est vrai, il y a la réalité, certains c'est vrai, mais dans la plupart des cas, il faut être très vigilant. Ça m'amène à dire que, monsieur, il ne faut pas accélérer l'intégration de cette médecine traditionnelle dans le système formel de santé au Niger. Nous sommes dans le processus. D'abord, il faut encadrer les praticiens même de cette médecine traditionnelle-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Un tradit praticien doit avoir l'autorisation de la direction qui s'occupe de la médecine traditionnelle, pour qu'on sache que vraiment il est agréé pour vendre ses produits. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas agréés, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, ils font leur poudre et ils proposent aux gens. Ou ils font des décoctions dont on ne sait pas la composition et ils vendent aux gens. Je vous donne juste un exemple. Quand je faisais des investigations des soldats quand ils vont en mission, j'ai trouvé 2 qui avaient des problèmes rénaux, où c'est la fonction des reins était menacée. Je les ai dit, bon écoutez, qu'est-ce que vous consommez? Quand j'ai fait la pression, ils ont dit, voilà, au fait, ils m'ont indiqué un endroit où ils prennent des médicaments donc contre Maganésaï dans des bouteilles. Et les 2, ils ne se connaissent même pas, c'est la même source. Ils ont eu des atteintes rénales à cause de la consommation. Donc vous voyez, c'est des choses, parce que ceux qui vendent là, ils ne donnent pas la dose qu'il faut. Ils disent non, allez-y boire cela. Vous buvez et après vous avez des soucis. Donc c'est vraiment très important, il faut être vigilant. Alors, monsieur le ministre, on sait qu'il existe une charte des dons. À ce sujet, les dons en médicaments et autres produits doivent s'y conformer. Est-ce que cette charte est respectée aujourd'hui? Oui, merci pour votre question.
effectivement, cette charte est respectée. D'abord, c'est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a mis en place cette charte en 2024. Hein. Récemment. Et c'est ça qui nous permet d'avoir vraiment un contrôle de ces dons de médicaments et autres. D'abord, on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, une liste des médicaments essentiels. Lorsqu'il y a un don, surtout en ce qui concerne les médicaments, il faut qu'on soit sûr que ce don-là est dans la liste de ces médicaments essentiels-là. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on introduise une nouvelle molécule qu'on ne connaît pas. Ouais. Les gens vont consommer et ça va entraîner des problèmes. Donc, et le don, lorsqu'il est annoncé, eh bien, il faut qu'on soit sûr que ça obéit à cette liste-là. Il en est de même pour les équipements et autres. Il faut qu'on soit sûr de la fonctionnalité de ces équipements-là. Pas seulement la fonctionnalité, mais aussi la qualité. Et aussi, est-ce que c'est compatible avec les équipements que nos personnels connaissent. Parce que si vous amenez un équipement dont ils ne savent pas manipuler, c'est comme si vous n'avez rien fait. J'avais vu à l'intérieur du pays quelqu'un qui avait un don d'une machine d'analyse qui pèse demi-tonne. Mais ne s'est pas soucié que c'est une machine. Il faut les réactifs pour pouvoir fonctionner ça. Ouais, et il faut aussi que les gens sachent comment manipuler cette machine. Et cette machine aujourd'hui est devenue déchet. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Donc vraiment, c'est pourquoi on veut, quand il y a don, avant que ça n'arrive, qu'on nous dise voici la liste. On va regarder si c'est conforme à nos préoccupations, on accepte. Si ce n'est pas conforme, il faut laisser là-bas. On a eu plusieurs choses que nous avons refusées, des équipements qui risquent de devenir des déchets pour nous. Parce que certains, au fait, ils cherchent à évacuer leurs déchets. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez recevoir leur machine, où ils savent bien que c'est dépassé, ça ne sert à rien. Et vous recevez cet équipement-là et après, ça devient des déchets pour vous. Ça, c'est le cas que je viens de citer. Donc, nous sommes vraiment vigilants. Et avec vos deux autres collègues de l'AIS, partagez-vous vos expériences respectives dans le domaine de la santé et quelles actions concrètes déjà avez-vous entreprises en vue d'une politique sanitaire commune à nos trois pays, monsieur le ministre? Oui, effectivement, dans le cadre de la Confédération AIS, donc, voilà. Les trois ministres, on coordonne nos actions. Si vous vous rappelez, la première chose qu'on a fait, d'abord, c'est parti de Niamey. Nous avons organisé une réunion du 2 au 4 juin 2025 qui a regroupé les trois ministres en charge de la santé. Pendant donc, cette réunion-là, nous avons adopté un certain nombre de choses. D'abord, c'est la réflexion sur la création d'une organisation en charge de la santé de la Confédération AIS. Si on arrive à mettre en place cette organisation en charge de la santé, je pense que nous allons mieux nous comprendre. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est en chantier. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Nous avons émis les bases. Et vous savez aussi, il y a les orientations aussi de nos chefs d'État. Oui, puisque nous sommes dans un cadre confédéral. Nous avons émis, donc, en tout cas, la base donc, des réflexions. Et on s'est aussi entendu en ce qui concerne la gestion des problèmes épidémiologiques, donc les maladies épidémiologiques, la gestion des crises lorsqu'il s'agit d'une urgence épidémiologique et même le contrôle transfrontalier dont nous sommes entendus pour qu'on fasse ça en collaboration. Nous avons émis donc, le renforcement de l'harmonisation en ce qui concerne la réglementation et l'approvisionnement des produits pharmaceutiques au sein de l'espace AES. Donc voilà au fait comment nous sommes en train de travailler et pour pouvoir aller, comme vous l'avez dit, nous avons reçu la feuille de route. La feuille de route qui a été établie sur la base du pilier de développement. Donc cette feuille de route va nous permettre d'avoir des actions beaucoup plus coordonnées en ce qui concerne les échanges d'expériences. Et déjà aussi, en dehors de cette feuille de route, régulièrement, on se voit donc, les trois ministres pendant les sommets. Régionaux comme internationaux. Chaque fois qu'on se retrouve, on s'assied, on discute de nos problèmes. Donc, voilà. Et nous avons déjà commencé avec l'organisation de la campagne de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Donc, vous voyez, donc ça va très vite. Oui. Et même le Mali, ils sont d'accord pour rapidement qu'on puisse
régulièrement qu'on puisse organiser ces soins spécialisés-là pour que notre population puisse bénéficier, donc avoir accès aux soins spécialisés de l'espace AES. Donc nous sommes dans cette dynamique. Donc là, c'est en marche. Hein? Là, c'est en marche. D'accord. Merci, c'est toi, Barry. Oui, monsieur le ministre, vous avez un peu évoqué le sujet, mais pour être beaucoup plus précis par rapport à vos priorités pour l'année en cours et plus généralement, quels sont les défis et les perspectives qui se présentent au niveau de votre ministère à moyen et long terme? Merci, monsieur Abari. Question de priorité, il y en a vraiment plusieurs. Mais la première priorité, c'est d'abord renforcer la lutte contre le décès maternel et infantile, en mettant en place un certain nombre de choses qui vont nous permettre effectivement d'impacter le décès maternel et infantile à travers la construction des hôpitaux, des CSI que nous sommes en train de faire, la mise à niveau du personnel au niveau de ces hôpitaux, mettre en place aussi les équipements qui vont permettre donc à ces formations sanitaires donc de travailler. Et une composante importante, nous sommes, en ce qui concerne la reconduction du projet LAFEALI qui est en train de s'achever. Vous savez que ce projet-là intervient beaucoup dans le domaine de l'accès des femmes et des filles aux soins. Nous sommes en train de travailler pour la préparation et le démarrage donc, de ce projet-là. Donc, cette priorité en ce qui concerne donc, la poursuite des interventions pour la réduction du décès maternel et infantile. Donc, c'est une priorité importante. Comme autre priorité, c'est le renforcement. On peut avoir une idée de la courbe de ces décès maternels et infantile? On est à quel niveau aujourd'hui? Des résultats? Oui, voilà. Parce que si ça préoccupe, ça veut dire que le niveau peut-être est élevé. Je ne sais pas, je pose la question. On peut avoir une idée de la courbe de ces décès maternels? Ça chute. Hein, ça chute. Ça chute. Les décès maternels aujourd'hui deviennent de plus en plus rares. Et dû à un certain nombre de mesures, chaque décès maternel doit être audité pour qu'on sache au fait qu'est-ce qui s'est passé réellement. Tout à fait. Et sur l'ensemble du territoire national. Et quand nous partons en supervision, on attire leur attention. Et chaque fois quand on annonce décès maternel, on pose la question, qu'est-ce qui a été fait? Quelle est la cause? Et la plupart des cas, on constate qu'il y a des causes qui sont évitables. On corrige pour que les choses puissent aller mieux. En tout cas, maintenant, je ne parle le dernier taux, on a des résultats très, très appréciables. Parce que relativement à cette question, à Niamey, on a vu, vous avez un peu restauré des centres de santé, des maternités particulièrement, même si Gazobi reste Gazobi. Oui, effectivement, c'est parti du fait que Gazobi, toujours on dit que Gazobi est saturé. Et quand vous visitez, vous allez voir plusieurs femmes sur un lit. Ça, c'est inacceptable. Sur les arbres. Donc, nous avons réfléchi pour que ce que Gazobi fait là, qu'on puisse le faire au niveau des autres districts de Niamey. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit des blocs opératoires où chaque bloc opératoire a 2 salles opératoires. Nous avons donc 4 blocs. Nous avons construit donc les blocs de néonatologie où on va s'occuper du nouveau-né. Nous avons construit aussi des laboratoires d'analyse, 4 blocs de laboratoires d'analyse, et nous avons réfectionné toutes les maternités là pour qu'on puisse faire les césariennes là-bas. Et aujourd'hui, Dieu merci, ils ont commencé. Donc, et au niveau des 4 districts, de 1 à 4, vous avez le district 5 à Rubanda, ils ont la possibilité donc de faire des césariennes. Donc maintenant qu'au niveau de Niamey, de l'Osogungu, Lazare, Madina, on peut faire des césariennes. En cas d'urgence, on n'a plus besoin de transporter une femme depuis Tandabia jusqu'à Gazobi. Vous savez, la plupart des cas, c'est des urgences extrêmes. Vous n'avez même pas le temps d'arriver. Donc maintenant que nous avons adopté cette politique de proximité de soins à l'endroit de la population, en tout cas pour ce qui est de Niamey, aujourd'hui, nous avons 5 hôpitaux de district, y compris le district 5. Donc celui qui existe et les 4 que nous venons de faire. Donc ça permet de, quel que soit le coin où une femme se trouve dans une situation d'urgence, il y a la possibilité d'atteindre un des blocs pour pouvoir être sauvé. Et ces blocs sont déjà opérationnels à l'heure où je suis en train de... Avec le personnel nécessaire? Avec le personnel nécessaire. Avant-hier, je ne sais pas si vous avez regardé la télé, quand on a passé, déjà, lorsqu'on ils avaient fait une 60aine de césariennes, on a trouvé donc... c'est déjà opérationnel. Et dernièrement,
Talagé, ils ont commencé. Lazare, ils ont commencé. Badina, ils ont commencé. Donc vraiment, ils sont autonomes. Ils peuvent conduire donc, ces activités-là. Donc au niveau de Niamey, nous pensons que cette question de réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, nous avons presque réglé cette question. Maintenant, il faut aller à l'intérieur du pays qui ont besoin. Il y a des coins isolés. Si je prends l'exemple de Ngouti, où lorsqu'une femme a des difficultés pour accoucher, je ne sais pas si vous avez déjà fait Ngouti Gingimi, c'est un tronçon très compliqué. Et il en est de même pour les autres localités qui sont éloignées. Vous prenez Tilia, Iferouane, Ingal, Goudoumaria, Tesker. Toutes ces localités-là doivent avoir un hôpital de district où on peut vraiment sauver les femmes. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je pense, comme dit Mévotal, que nous sommes dans le processus. Et Inch'Allah, nous allons installer des hôpitaux de district où vraiment on peut s'occuper réellement de la santé maternelle pour réduire drastiquement dans les cas de décès maternels. Pour les perspectives à long terme, qu'est-ce que vous prévoyez? Pour les perspectives, moi j'étais dans le domaine de priorité, mais parce qu'il y a beaucoup de priorités, comme je l'ai dit. Nous avons autre priorité, c'est le renforcement de la disponibilité des médicaments. On en a parlé. La prescrire, poursuivre l'amélioration de l'accessibilité aux services de santé. On s'est dit qu'il faut renforcer la construction de ces infrastructures pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est pourquoi nous avons en perspective 4 hôpitaux de district où certains travaux ont déjà commencé. J'ai parlé du cas de Ngorti. Bientôt, c'est à Torodi, à Bala, à Tirozérine, donc où vraiment le processus est déjà avancé. Par rapport aux défis, il y a un sujet souvent qui revient, dont même vos collègues infirmiers, médecins et tout ne sont pas d'accord. Ce sont ces écoles de santé qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Qui forment les étudiants, mais en vérité sur le terrain, ce n'est pas ça, parce que les gens ont beaucoup décrié ces écoles de santé qui sont un peu partout, et pour former, mais en réalité, elles ne forment rien, ces écoles-là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces écoles de santé? Bon, ces écoles de santé, au fait, l'erreur qu'on a commise, c'est de libérer ça. Libérer ça. Sans pour autant comme ça. Créer vraiment un cadre où il faut viser la qualité. Voilà. Mais malheureusement, les écoles de santé, on a toujours pensé que c'est le ministère de la Santé. C'est un autre ministère qui s'occupe de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. L'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel. D'accord. C'est vraiment là-dedans. C'est eux qui donnent les autorisations. Nous, c'est les fruits. Vous n'avez aucun contrôle sur ces écoles? On n'a pas de contrôle là-dessus. Parce que si nous, on a la possibilité de fermer, mais il faut agir. Parce que nous, notre priorité, c'est les écoles nationales de santé, bien sûr. NSP. Et nous sommes en train d'élargir. Aujourd'hui, toutes les régions ont NSP. Ah, ok. Oui. Pour avoir des soins de qualité. C'est vrai, le privé, on reconnaît le privé important dans le cadre de la formation. Mais il faut structurer ça. Vous ne pouvez pas mettre des écoles de santé partout. Si vous prenez le cas du Gaïa, vous mettez une école de santé à Gaïa. Il y en a même peut-être 2, avec des milliers d'étudiants. Mais qui va les encadrer? Il n'y a même pas l'infrastructure. Vous mettez une école de santé à Terra. Qui va encadrer? Un peu partout, il y a des écoles de santé. Il y a certaines villes où c'est des écoles de santé, différents pays. Il y a des Maroc, Tunisie, etc. Bon, vraiment, ça a besoin d'être structuré. Cette question-là, nous, on a l'habitude d'évoquer ça, mais je sais qu'il y aura donc certainement... c'est difficile de mettre de l'ordre. On va parvenir, il faut de l'ordre. Oui. Il faut de l'ordre. C'est une question multisectorielle. Okay. Il va falloir, le gouvernement va prendre des dispositions. Est-ce qu'il faut les ramener sous votre tutelle? Est-ce qu'il faut les ramener, ces écoles, sous la tutelle du ministère de la Santé publique? En principe, ce serait l'idéal. Parce que le fruit, c'est nous qui l'utilisons. Donc, c'est nous qui connaissons qu'est-ce qu'il faut former. Et la qualité de la formation, là, c'est à nous d'apprécier, de juger. Donc, ça, c'est... tant qu'on n'arrive pas à ça, si c'est d'autres personnes qui donnent l'autorisation, et surtout les privés, vous savez, la question financière. Bref, c'est pour vous dire, il y a des préoccupations concernant
vraiment ce cadre-là. Oui. Mais je pense que le gouvernement, à l'ère de refondation, là, il va falloir refonder là-bas. Oui, oui. Il va falloir vraiment... C'est des questions qui fâchent, mais il faut faire quelque chose pour que vraiment qu'on puisse avoir des écoles où on forme des cadres de qualité. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité qu'il faut. Et ça, je pense que ça a besoin de réformes si réellement on veut aboutir à cet objectif-là. D'accord. Yaro. Alors, pour terminer, enfin, Monsieur le ministre, avez-vous mis en place comme dispositif de mesure de résultats et d'appréciation de la performance des actions de votre ministère? La première des choses qu'on a introduit au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est que nous appelons le tableau de bord santé. Le tableau de bord santé, vous avez fait, c'est une boussole qui permet à chaque structure de santé, lorsque c'est adopté, qu'on puisse avoir tous les renseignements nécessaires pour savoir si réellement est-ce qu'il y a des choses qu'il faut corriger au niveau de cette formation sanitaire. Auparavant, il n'y avait pas ce tableau de bord. En 2024, il y avait 70% de nos formations sanitaires qui remplissaient ce tableau de bord. Ce tableau de bord devrait être renseigné chaque mois. Et le ministère vérifie ça. En 2025, c'est 100% de nos formations sanitaires donc, qui renseignent ce tableau de bord. Une progression. Une nette progression. Donc, avec ça, vraiment, on arrive à bien surveiller, à apprécier les résultats de ce que nos formations sanitaires sont en train de faire. Et à cela s'ajoutent des actions, des missions de supervision. Parce que de temps en temps, il faut superviser ces formations sanitaires-là. C'est même des supervisions régulières. Dans les régions, chaque responsable est en charge de superviser les formations sanitaires qui relèvent de sa compétence. Et ça, nous veillons à travers ce tableau de bord-là pour savoir est-ce que réellement il y a eu la supervision ou pas. Il en est de même dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, comme il y a des missions d'audit et de contrôle que nous faisons donc pour que vraiment être sûr que ce que nos responsables sont en train de faire, ça relève vraiment c'est parfait, les résultats sont appréciables ou pas. Et est-ce qu'il y a des manquements ou pas? S'il y a des manquements, eh bien, on essaie donc de corriger. Par rapport à ce dispositif, Monsieur le ministre, est-ce que vous arrivez à contrôler suffisamment ou à réorganiser ce comportement au niveau des centres de santé, notamment dans les hôpitaux où un médecin consulte 10-15 personnes, après dit si vous voulez que je continue à vous consulter, il faut me retrouver dans ma clinique. Des gens qui sont et dans le public et dans le privé, ou bien qui sont dans le public, c'est des agents de l'État, payés régulièrement, pris en charge régulièrement par l'État, mais qui ont des cliniques et qui préfèrent faire la moitié ou le trois quarts de leurs prestations dans leur propre clinique. Comment est-ce que ce sujet, vous le gérez à votre niveau, Monsieur le ministre, dans le cadre de contrôle de qualité ou du dispositif médical? Oui, effectivement, cette question-là, c'est une question qui nous préoccupe pour que les gens prennent conscience. Parce que tu es agent de l'État, tu quittes ton service pour aller servir ailleurs. Normalement, ta conscience professionnelle ne devrait pas te permettre de le faire, le respect de la déontologie et autres. Et au fait, la grande préoccupation, c'est par rapport aux textes qui ont été faits. Parce que vous savez, la plupart de nos problèmes sont liés aux textes. Parce que dès lors que les textes autorisent un agent de l'État à exercer dans le privé, eh bien, c'est là où... Il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça la préoccupation. Donc, pour ceux qui ne sont pas conscients qu'il y a un certain nombre d'heures qu'ils doivent passer au niveau de leur service, parce qu'on les paye sur cette base-là, et qui ne comprennent pas qu'ils sont sous contrôle. Ils sont sous contrôle, parce que même si les êtres humains ne te voient pas, mais le grand contrôleur t'a vu, tu as utilisé le temps de l'État pour autre chose. Et ça, c'est un bien mal acquis. Est-ce que ça va servir la personne? Ce n'est pas évident. Donc il y a ce manque de discernement qui fait que certains pensent que bon, ils peuvent se soustraire à leurs obligations pour aller s'occuper d'autre chose. Il y a certains même qui passent toute la nuit en train de faire l'exercice privé. C'est vrai que
c'est privé, mais l'État t'a dit à partir de telle heure-là, tu descends pour que tu puisses aller te reposer. Toi, tu n'as pas pris ce repos-là. Tu as passé toute la nuit en train de travailler. Le lendemain, tu reviens, tu n'es pas efficace, tu es énervé et tu accueilles mal les patients. Donc tout ça, c'est des choses, il faut continuer à sensibiliser les gens. Il faut que les gens prennent conscience que ce que la population, là, hein, vous avez, il faut lui offrir ce qu'elle demande. Et maintenant, le reste qui est privé, tu essaies de voir pendant tes heures, des heures raisonnables, pour pouvoir faire le truc. Mais la solution, c'est effectivement, parce qu'on ne peut pas être... De refonder les textes. Oui, il faut revoir les textes. Parce que tu es agent de l'État, tu es un privé, finalement, on ne sait pas. Et tout ça, c'est question d'argent, parce que les gens veulent s'enrichir très vite. Il y a des fonctionnaires qui sont restés dignes de leur carrière, et pourtant, ils sont heureux et ils progressent. Donc, c'est une question de texte. Tant que ces textes-là existent, bon, les gens vont toujours essayer de voir, de faire les deux en même temps, mais pas de façon réglementaire. Mais je pense qu'avec la sensibilisation, les gens vont prendre conscience. Pour conclure cet entretien, quel sera votre message? Bon, pour conclure, je voudrais d'abord réitérer notre détermination à faire de notre système de santé un système de santé résilient, à travers, bien sûr, un certain nombre de choses en ce qui concerne le développement de l'offre et de la demande de soins par le renforcement de l'accès aux soins à tous et aussi la réduction des risques financiers. Vous avez fixé un cap pour arriver à ça? Est-ce qu'il y a un cap qui a été fixé par le ministère pour arriver à ce que vous êtes en train de dire? Oui, l'État est déjà en train de faire réduction des risques financiers liés à la santé. On a parlé de la gratuité. La gratuité. Oui, la gratuité en ce qui concerne les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes qui souffrent de cancer, mais il y a d'autres personnes vulnérables. Et c'est pourquoi, les personnes âgées, les extrêmes. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi il y a l'INAM qui est en charge d'étudier en ce qui concerne donc, les personnes vulnérables. Là. Au fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec l'accompagnement de l'État, eh bien, cette question peut être réglée, résolue, et les gens vont être moins exposés aux risques financiers liés à la santé. Tenons continuer aussi à faire les investissements dans le domaine des ressources humaines. Parce que nous sommes conscients que les ressources humaines, notre effectif actuel ne nous permet pas donc de satisfaire. Beaucoup de médecins aujourd'hui qui sont dans la rue, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que vous allez vous investir dans... Il y a beaucoup de médecins aujourd'hui avec leur diplôme, 7 ans d'études, voire 8 ans d'études qui sont dans la rue. Effectivement, nous sommes conscients de ça. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 médecins généralistes qui attendent le recrutement. Formés par l'État. Formés par l'État. C'est pas du gâchis. C'est une question d'organisation. Il faut avoir si quand vous recrutez, il faut être à mesure aussi de payer. Mais comme je l'ai dit, avec cette nouvelle dynamique, notre pays va s'en sortir, Inch'Allah, de toutes ces difficultés financières et autres. Et chacun pourra trouver, en tout cas, du travail. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons 1525 CSI. Oui. Si vous prenez la totalité de ces médecins-là, chacun va avoir un CSI. Donc, nous sommes conscients de ça, ainsi que les spécialistes, nous sommes conscients de cette question de ressources. Et ils sont combien les spécialistes? On peut avoir une idée, puisqu'on a déjà 2000 généralistes qui sont là. Et les spécialistes sont combien? Les spécialistes, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 500, quelque chose comme ça. Qui sont là aussi? Qui sont là et qui attendent. Au carreau? Bon, bien sûr, ça c'est les spécialistes médecins que je connais. Il y a aussi les paramédicaux qui sont spécialistes. D'accord. Oui, donc c'est vraiment tout. C'est difficile pour moi de dire voilà l'effectif actuel. Donc nous avons besoin que ce soit ces spécialistes comme les non-spécialistes. On en a besoin, chacun à sa place, mais il faudrait que les conditions de ce recrutement-là soient créées. Dès lors que les 6000 et quelques contractuels vont être intégrés. Et bien l'étape suivante. D'ici la fin de l'année, vous avez dit, les 6000.
J'ai dit c'est lié je pensais que tout à l'heure vous avez dit c'est d'ici la fin de l'année les 6 000. Au ministre, c'est le ministre en charge des Finances. D'accord. C'est lui qui me dit c'est OK, on a créé les postes budgétaires. Monsieur le ministre, vous pouvez procéder. C'est bien précisé. Et nous, on donne l'idée pour dire, voilà, on a besoin de ceci, on a besoin de ceci. Donc, nous allons continuer à poursuivre la création d'unités et de centres spécialisés. Parce que c'est ça qui nous coûte cher dans les évacuations. Oui, pour créer ces unités et centres spécialisés. Réduire les évacuations. Réduire les évacuations. Aujourd'hui, avec les AVC, alhamdoulilah, on arrive à faire quelque chose. Avec la cardiologie interventionnelle, c'est bon. Tout à fait. Ça nous reste maintenant à gérer la question des greffes. Ça aussi, ça va venir. Ça va venir, nous sommes dans le processus. On a déjà créé le cadre légal pour pouvoir le faire. Je parle de greffe rénale, parce qu'aujourd'hui, nous envoyons nos patients en Turquie pour pouvoir faire ces greffes-là. Et Inch'Allah, en tout cas, début 2027, parce que 2026, nous sommes dans le processus, en collaboration avec nos partenaires pour que vraiment ça soit donc une réalité. Et là, de même pour la greffe de la moelle, c'est une question d'organisation. Vous savez, peut-être le truc le plus difficile, c'est la question de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Où on ouvre le thorax, on arrête le cœur, on travaille sur lui et on le redémarre. C'est juste. Donc, mettre un rein, c'est pas ça qui va poser problème. Mais il faut s'organiser, il faut s'entourer des précautions légales pour pouvoir le faire. Donc, nous sommes dans le processus et Inch'Allah, toutes ces interventions spécialisées, nous allons aboutir. Il en est de même pour la question des arthroplasties. Aujourd'hui, les deux grosses articulations qui dérangent les Nigériens, c'est le genou et la hanche. Et aujourd'hui, on peut, là, en ce qui concerne la hanche, c'est maîtrisé. Ça nous reste à maîtriser la question donc, du genou. Et nous allons acheter le matériel nécessaire pour pouvoir prendre ça en charge. Ça va nous éviter aussi des évacuations en ce qui concerne les arthroplasties, que ce soit le genou comme la hanche. Je voudrais remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur de la santé, qui sont en train de nous appuyer dans le secteur de la santé. Grâce à eux, on a pu avoir beaucoup d'avancées. Remercier aussi la population qui nous comprennent et qui sont en train d'adhérer à nos actions. Nous sollicitons, j'exhorte cette population-là à faire usage donc, de ces infrastructures qu'on met à leur disposition, parce que c'est à travers leur utilisation qu'on peut comprendre un certain nombre de préoccupations. Et je voudrais aussi féliciter et encourager tout le personnel de santé pour leur dévouement et leur engagement. Je les exhorte à plus de courage pour que notre système de santé soit beaucoup plus résilient et solide. Et c'est ça qui peut nous permettre d'évoluer, qui peut permettre à notre pays d'évoluer vers la souveraineté tant souhaitée par le peuple nigérien. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, pour vraiment cet entretien et tous les efforts en tout cas, qui sont faits au niveau de votre ministère, même si vous-même vous avez reconnu qu'il y a eu des efforts, mais il y a beaucoup qui reste à faire parce que le Niger est vaste et ce ne sera pas facile de couvrir l'ensemble du pays avec des agents de santé par-ci, par-là, mais avec la volonté affichée aujourd'hui du président de la République lui-même, du gouvernement, je suis convaincu que ces efforts-là seront redoublés davantage. Vraiment, merci pour votre entretien, tout ce que vous avez dit ce soir. Vous avez bien expliqué ce qui est en train de se passer à la tête du ministère de la Santé et ça fait plaisir de voir ça. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le colonel-major Garba Hakimi. Merci de l'avoir suivi et nous allons recevoir ici même sur ce plateau le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdraman Amadou, qui sera notre prochain invité. Excellente soirée à tous. Au revoir.